Bon, merci d'être venus ce soir et merci à ceux qui nous écoutent à distance. On va rentrer directement dans le vif du sujet qui est donc celui des retraites des régimes obligatoires. Je suis donc Pascal Gauthier, je suis associée d'une société qui s'appelle Nouvelle Vie Retraite et qui depuis 30 ans ne s'occupe que des retraites des régimes obligatoires. C'est notre seul métier. Donc aider nos clients à optimiser leur retraite. Donc on a des prestations sur mesure, je vous expliquerai rapidement en fin de présentation de quoi il s'agit. Et donc on a traité l'année dernière environ 1000 dossiers de retraite, soit des bilans retraite, soit des liquidations de retraite. Et on est maintenant 25, 26, plus 2 ou 3 consultants. Donc là vous avez en gros l'équipe. Mon associé est ingénieur, j'en ai un autre qui est informaticien, puis j'ai un jeune associé qu'on a recruté il y a une quinzaine d'années et qui dirige le service études et qui n'a connu comme expérience que le travail sur la retraite. Donc il a vu un certain nombre de choses, et en général plutôt des moutons en 5 pattes en termes de problématiques retraite. Donc il y a peu de cas particuliers qu'on n'ait pas rencontrés en fait. Donc je vais rentrer directement dans le sujet. Pourquoi vous préoccupez de vos retraites? Parce que vos retraites, si on regarde l'espérance de vie, l'espérance de vie d'un cadre homme ou femme, elle est quand même de 25 ou 29 ans à partir de 60 ans. Donc, sachant qu'on touche ces retraites à partir de 62 ans maintenant, ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, votre première source de revenus sera éventuellement vos retraites. Et ça va représenter quand même une grosse partie de votre existence. Donc il vaut mieux se préoccuper de l'origine de ces revenus à ce moment-là. Autre chose à ajouter qui est importante pour les gens qui sont à l'étranger, s'il y en a qui nous écoutent, associé aux retraites françaises, il y a l'assurance maladie en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est retraité français, même si on habite à l'étranger, on a le droit à la couverture sociale assurance maladie en France. C'est-à-dire qu'on revient en France et on peut être soigné. Et donc ça, c'est un des avantages associés à la retraite auxquels on ne pense pas, sauf quand on habite à l'étranger, où là on se rend compte que c'est important. Autre chose, outre cette durée pendant laquelle on va verser les retraites, il faut prolonger cette durée par le temps pendant lequel sera versée la réversion, puisque à la retraite est associé aussi un droit de réversion pour le conjoint. La retraite, mine de rien, il y a quand même des changements assez réguliers. Et ces changements, il faut quand même y être attentif parce que ça va avoir un impact et ça va vous entraîner à prendre des décisions et à faire les choses d'une certaine manière. Déjà, il y a une chose très importante qui s'est passée en 2009, c'est qu'on a libéralisé un dispositif qui existait déjà et qui est le cumul emploi-retraite. Qu'est-ce que c'est le cumul emploi-retraite? C'est le droit de toucher ses retraites et en même temps de continuer à travailler et de toucher les revenus liés à son activité professionnelle. Ce cumul emploi-retraite a été libéralisé en 2009, on verra dans quelles conditions. Ça veut dire qu'on a enlevé toutes les barrières qu'il pouvait y avoir à partir du moment où on respectait un certain nombre de conditions. Et on peut cumuler aujourd'hui librement retraite et revenus sans plafonnement des ressources. Autre changement en 2010, ça vous vous en rappelez certainement, on est passé à un objectif de départ à la retraite à partir de 62 ans. Avant, on partait à la retraite à 60 ans. On partait à la retraite à 60 ans depuis 1981. Donc 1981, François Mitterrand devient président et dit « Je tiens mes engagements de campagne, on va partir à la retraite à 60 ans ». Et un certain nombre d'années plus tard, on commence à faire reculer l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, on en est à 62 ans. On est vraiment à 62 ans en 2017, puisque c'est en 2017 que partent les premières générations à 62 ans, puisque c'est la génération 55 qui a été la première concernée par le départ à 62 ans. Les autres pouvaient partir un petit peu plus tôt, auraient pu partir un petit peu plus tôt, puisque on n'est pas passé à 62 ans directement. On va voir combien de temps on va rester à 62 ans, puisque vous avez certainement entendu M. Fillon parler dans ses engagements de pré-campagne, en disant que lui, il faudrait bouger la retraite et que ça irait jusqu'à 65 ans. Donc on va voir si c'est dans le domaine du possible ou comment il va s'organiser. Autre changement en 2012, François Hollande devient président et dit on va revenir à la retraite à 60 ans. En fait, c'est pas tout à fait vrai, il n'a pas fait revenir la retraite à 60 ans, mais il a simplifié un dispositif qui existait déjà, qui était le départ anticipé au titre des carrières longues, et il a permis la mise en place de ce dispositif pour des gens qui avaient commencé à travailler, pas si jeunes que ça, mais avant 20 ans. Donc en fait, il a assoupli un dispositif qui existait déjà depuis 2004.
2013, mise en place de la réforme, donc 2013 des retraites, qu'on a appelé une réformette en fait, qui n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'elle a fixé la durée de cotisation, donc on va le voir un petit peu plus tard, et qui continue à se mettre en place jusqu'en 2017, puisque les modifications qui ont été prévues, il y en a une qui se met en place au 1er juillet, c'est la liquidation unique des régimes des salariés et des indépendants. Pour les personnes qui ont cotisé à la fois en salariés et en indépendants, cotisant au RSI par exemple, on va grouper les retraites et ils toucheront une seule retraite, alors qu'avant, chaque caisse calculait sa retraite et les versait en bouts différents. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont conseillés, qui ont déjà cotisé au RSI. Donc vous avez potentiellement une retraite de salarié et une retraite du RSI. À partir du 1er juillet, vous toucherez une seule retraite si vous liquidez après cette date. 2015, une réforme importante pour les cadres qui n'a pas encore été mis en place, mais qui sera dans la partie la plus célèbre, celle dont on a parlé davantage, sera mise en place au 1er janvier 2019, donc on verra de quoi il s'agit. C'est le changement dans les régimes des complémentaires des salariés ARCO et AGIRC. Et 1er juillet 2017, donc cette sorte de queue de mise en place de la réforme 2013, 1er juillet 2017, c'est cette liquidation unique pour le RSI et les régimes de salariés. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur en termes de modification? On va voir tout à l'heure qu'il y a un lien assez étroit en fin de carrière entre les dispositifs de chômage et les dispositifs de retraite. La convention chômage devait expirer en 2016 et être renouvelée. Elle a été prorogée, elle n'a pour l'instant pas été renouvelée. Et dans les dispositifs de chômage que je vais vous décrire, on ne sait pas quels sont ceux qui seront reconduits ou pas. Ils sont très favorables pour l'instant pour les salariés. On verra ce qui sera reconduit. Donc je vous en ai parlé demain, suite au présidentiel, qu'est-ce qui va se passer en matière d'âge de départ à la retraite? Est-ce qu'on reste à 62 ans? Est-ce qu'on fait reculer jusqu'à 65 ans comme le préconisait M. Fillon? Ou est-ce qu'on revient à 60 ans comme le demande M. Mélenchon ou Mme Le Pen? Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vous répondrai pas, mais ce sont les options qui sont ouvertes pour l'instant. On parle aussi de retraite universelle chez M. Macron, donc on verra. Une chose est certaine, c'est qu'il y a encore des choses à faire dans le système actuel en matière d'harmonisation, parce que ce qu'on voit, c'est que les systèmes sont extrêmement hétérogènes, et il y a un domaine dans lequel l'harmonisation pourrait avoir lieu un petit peu plus tôt qu'ailleurs, c'est dans le domaine de la réversion. Parce qu'on verra que tous ces systèmes ont des régimes de réversion, mais qu'ils ont des conditions qui sont toutes différentes. Et en général, quand on harmonise, on nivelle, et quand on nivelle, c'est rarement par le haut. Donc ça pourrait avoir un impact en termes de droit de réversion pour les conjoints. Donc maintenant qu'on a vu ce qui pouvait potentiellement changer, on va regarder comment est organisée la retraite en France. Mais d'abord, les questions auxquelles je vais essayer de répondre pendant cette présentation, c'est les questions principales en général qui me sont posées, c'est quand est-ce que je peux prendre les retraites, combien est-ce que je vais toucher, et comment, quelles sont mes options, comment est-ce que je dois m'y prendre. Mais en fait, en général, il y a aussi d'autres questions qui arrivent avec, qui sont, il y a eu des modifications dans les régimes complémentaires des salariés, comment ça va me toucher en termes de retraite, est-ce que ça va vraiment beaucoup réduire mes retraites? Je suis intéressée par le rachat de trimestre, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Que touchera mon épouse en cas de décès? C'est les choses qu'on voit assez souvent quand on rencontre des clients. Je crée mon entreprise, est-ce que je dois rester salarié? Donc, est-ce que je choisis de m'installer en SASU, où je garde le statut de salarié, ou est-ce que je crée une SARL, auquel cas je vais éventuellement être indépendant, et dans ce cas-là, suivant l'activité de ma société, je serai cotisant au RSI ou cotisant dans une autre caisse, suivant l'activité. J'ai eu des périodes de chômage, quelles sont les conséquences? Donc là, je vais essayer de répondre à toutes ces questions au fur et à mesure de la présentation. Alors pour la notion de répondre à quand est-ce que je dois prendre ma retraite, il y a deux notions importantes. C'est l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire la date au plus tôt à partir de laquelle vous avez le droit de toucher une retraite. Elle est aujourd'hui, pour les gens qui sont nés en 55 ou plus tard, elle est de 62 ans. Donc ceux qui sont nés en 55 peuvent prendre leur retraite à 62 ans, donc à partir de 2017. Donc ça, c'est l'âge d'ouverture des droits. Là, vous pouvez aller voir la caisse et dire « j'ai 62 ans, je voudrais toucher mes retraites ». Mais il y a une autre date à prendre en compte, c'est la date à laquelle vous aurez droit à une retraite au taux plein. C'est-à-dire la date à laquelle ce pourquoi vous aurez cotisé vous sera versé entièrement
sans minoration. Et pourquoi est-ce qu'en général il y a une minoration? C'est parce qu'on considère que vous n'avez pas une carrière complète, que vous n'avez pas tous vos trimestres. C'est là qu'on entend parler de cette notion française de trimestre et de durée de carrière. D'accord? Donc quand on conjugue les deux, on a ouverture des droits, quand est-ce que je peux partir, date du taux plein, quand est-ce que j'ai droit à une retraite au taux plein. On a droit à une retraite au taux plein automatiquement, quelle que soit la durée de carrière, même si on a une carrière très courte, 5 ans après la date d'ouverture des droits. Donc si votre ouverture des droits c'est en 2017, 5 ans plus tard, vous aurez le taux plein même si vous avez très peu de trimestres, ou entre 62 et 67 ans, dès que vous avez tous les trimestres nécessaires. Une chose, quand je parle d'âge d'ouverture des droits à 62 ans, je ne tiens pas compte des cas particuliers, et dans les cas particuliers, il y a ce dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est le départ anticipé au titre des carrières longues. C'est ce qui a été exploité par M. Hollande pour dire qu'on pouvait à nouveau partir à 60 ans. C'est un dispositif qui existe et qui a été assoupli et que je vous décrirai parce que dans certains cas, même des cadres qui pensent qu'ils n'ont pas commencé à travailler jeunes parce qu'ils faisaient de longues études, ont acquis des trimestres pendant qu'ils faisaient leurs études et ça peut leur donner la possibilité de partir de façon anticipée à 60 ans. Là, ce que je récapitule, c'est le recul de l'âge d'ouverture des droits en fonction de votre année de naissance. Donc si vous êtes né en 55, 57, c'est 62 ans. Et je mets un point d'interrogation à partir de 58, parce que matériellement, c'est la génération 58 qui pourrait commencer à être la première à être touchée si on faisait reculer l'âge de départ à la retraite. Pourquoi? Parce que la génération 57, ils sont en train de partir. Mais la génération 58, il y en a qui vont partir en début d'année prochaine, mais en fin d'année, on pourrait imaginer que si le législateur change très très rapidement les règles, ils disent, bon, bah, ceux qui sont nés en 58, à partir de juillet 58, ils partent à 62 ans et 4 mois. Ça s'est fait comme ça pour le recul de 60 à 62 ans. Donc potentiellement, à partir de 58, il faut se poser des questions. Ceux qui sont nés avant ont déjà passé l'âge d'ouverture des droits, qui a reculé de façon progressive. On voit la façon dont cette progressivité a été mise en place. Donc si dans le futur on fait reculer l'âge de départ, il pourrait y avoir la même progressivité. Génération 58, 60 ans et 4 mois. Génération 59, 60 ans et 8 mois, ainsi de suite. Et puis jusqu'à arriver à 65 ans. En gros, si on passe à 65 ans, je considère que la génération 60, elle partira probablement à 65 ans. Pour l'instant, je pense que s'ils décident de faire vite, ils peuvent le faire et cela pourrait être concerné. On continue. Le taux plein, c'est où? C'est pas les deux colonnes en addition, c'est où? C'est où 165 trimestres ou l'âge? Voilà. Le taux plein, c'est en imaginant que vous soyez né en 55, vous pouvez partir à 62 ans. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous êtes certain d'avoir le taux plein à 67 ans. Et si entre 62 et 67 ans, vous avez le nombre de trimestres requis pour quelqu'un qui est né en 55, c'est-à-dire 166 trimestres, dès que vous avez les 166 trimestres, vous avez le taux plein et vous pouvez partir au taux plein. D'accord? 67 ans, taux plein garanti. Entre 62 et 67, dès que vous avez le nombre de trimestres requis. Donc maintenant, comment est-ce qu'on compte les trimestres? Parce que je ne suis pas certaine d'en parler dans le détail après. On compte les trimestres parce qu'on a cotisé. On a cotisé quand on a eu une activité salariée ou une activité indépendante. Il ne faut pas cotiser nécessairement sur des hauts revenus pour avoir 4 trimestres. En 2017, pour avoir 4 trimestres, il suffit de cotiser sur des revenus qui sont inférieurs à 6 000 €. D'accord? C'est en fait 150 heures au SMIC vous donne un trimestre. Donc 600 heures au SMIC vous donne 4 trimestres. Donc ça, je le dis pour ceux qui songent à s'installer en société. Quand on s'installe en société, en général, on démarre, on n'a pas forcément les moyens de se verser un revenu important. Faites attention à ce seuil-là. Il est important de toujours avoir les 4 trimestres par an. D'accord? Et faites vraiment ce qu'il faut pour ça. Parce que c'est dommage, vous avez derrière vous une carrière, vous avez acquis des droits. Et si pendant un an, vous ne cotisez pas ou vous avez 0 trimestre, vous allez petit à petit subir une minoration qui vous forcera à toucher plus tard votre retraite parce que vous n'aurez pas le taux plein suffisamment tôt. D'accord? Donc faites attention à cet aspect-là quand vous créez votre société. C'est une erreur qu'on fait souvent et c'est ce que je reproche aux experts comptables, c'est que très souvent ils n'avertissent pas leurs clients, ils leur disent profitez des exonérations. Certes, mais profiter des exonérations veut dire ne pas cotiser, veut dire ne pas avoir ces trimestres. Et ça, c'est un peu dommage. D'accord? Donc, on cotise, on acquiert des trimestres. On a fait son service militaire, on a pu avoir des trimestres.
Donc vous avez certainement tous déjà reçu un relevé de carrière. Regardez si votre trimestre de service militaire y figure. On a eu des enfants. On a 8 trimestres par enfant, 4 de façon certaine au titre de la naissance et 4 au titre de l'éducation des enfants. Les 4 trimestres au titre de l'éducation des enfants peuvent être partagés pour les enfants qui sont nés après 2010 entre la maman et le papa. Je déconseille aux mamans de partager, qu'elles le gardent pour elles, elles en auront bien besoin, mais néanmoins, c'est prévu par la loi. Et avant 2010 ? Et avant 2010, tout va à la mère. Oui, mais de temps en temps, j'ai des jeunes, ou quelquefois, il y a des gens qui ont des enfants qui sont nés après 2010, donc je le précise. Oui, donc, service militaire, enfants, cotisation, et aussi, on verra dans quelles conditions, des années à l'étranger, qui peuvent, même si vous n'avez pas cotisé en France, se retrouver comme années qui sont prises en compte pour la durée de carrière. Et donc là, vous avez le nombre de trimestres qui sont requis en fonction de votre année de naissance. Donc on voit que pour l'instant, on s'arrête à 43 ans, donc 172 trimestres pour la génération qui est née à partir de 1973. Il y a les stages aussi. Les stages, mais ça c'est une question de cotisation. Alors, les stages pour les gens de notre génération, en général, ont rapporté des trimestres. Pour les gens de la génération de nos enfants, c'était très souvent des gratifications. Et à partir du moment où c'est une gratification dans le cadre d'un stage avec convention, il n'y a pas eu nécessairement rémunération et cotisation. Donc nos enfants, quand ils ont fait des stages, n'ont pas nécessairement eu les trimestres. On a la possibilité maintenant, on leur donne la possibilité de les racheter à un coût qui n'est pas très très élevé. Donc, ils ont, dans les 10 années qui suivent, ils ont la possibilité de faire un certain nombre de choses. Donc peut-être quelque chose à regarder pour eux. Vous n'avez pas eu service militaire et la coopération, c'est pareil. Pareil. Alors en fait, c'est 90 jours de service militaire donnent un trimestre. Comme en général, quand on ne faisait pas la coopération, mais qu'on faisait un service militaire bête de 1 an, on avait 365 jours. Hein? On avait 365 jours. Avec 365 jours, il y avait 4 fois 90 jours, plus un rompu de 5. Et ce rompu de 5 donnait un 5e trimestre. Et le donne toujours. À partir du moment où sur votre relevé de carrière, il y a la place pour caser ce 5e trimestre juste avant ou juste après le service militaire, potentiellement, un service militaire de 365 jours vous donne 5 trimestres. De même, une copée de 18 mois, etc. Vous divisez par 90 le nombre de jours pour la durée de votre copée et vous prenez le trimestre restant et vous le casez si vous pouvez. Donc, globalement, le service militaire était quand même très payant. D'accord ? On continue. Donc là, c'est clair sur la partie date, taux plein, etc. Ça, c'est uniquement pour la retraite de base. C'est pour la retraite de base et pour la retraite complémentaire pour la notion de taux plein et du nombre de trimestres. D'accord ? Donc l'âge du taux plein garanti et le nombre de trimestres, on retrouve la même chose. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que quand on liquide sa retraite complémentaire, elle attend que vous ayez la caisse attend que vous ayez liquidé la retraite de base pour avoir la notification de la retraite de base qui dit ok, il a tous ses trimestres, non, il lui en manque un, et il se calque là-dessus pour dire, bon ben voilà, nous on considère qu'il a le taux plein ou qu'il n'a pas le taux plein, et donc ils attendent en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce délai dans le traitement des dossiers par les caisses de retraite complémentaires. Elles attendent la liquidation par la retraite du régime de base pour se caler sur les décisions. Très bien, donc puisqu'on parle de régime de base et de régime complémentaire, c'est l'occasion de présenter l'organisation du système de retraite en France. Donc vous comprenez pourquoi actuellement tous les candidats disent qu'il faut simplifier parce que c'est compliqué. Parce que là, dites-vous que je ne vous en montre qu'une partie, parce que j'ai enlevé les régimes de fonctionnaires et tous les régimes spéciaux, et donc on en rajouterait une couche en bas qui serait assez importante. Donc, particularité française, outre le fait que c'est un peu compliqué, on a systématiquement 2 niveaux qui sont 2 niveaux obligatoires, un régime de base et un régime complémentaire. Maintenant, il n'y a plus de statuts qui font qu'on n'aurait pas de régime complémentaire. Pendant longtemps, ça a été le cas, puisque les commerçants, par exemple, n'ont pas eu de régime complémentaire obligatoire avant 2005. D'accord ? Donc, comment sont organisées ces caisses ? Elles sont organisées au départ, et c'est un résultat de l'histoire, en fait, hein, c'est une explication historique, par le statut des assurés. Donc, vous êtes salarié, donc vous avez des salariés du privé, qu'on soit dans l'agriculture ou bien dans l'industrie et le commerce. Vous avez des salariés non titulaires, donc on les appelle des agents non titulaires de l'État. Vous avez des indépendants exploitants agricoles, vous avez les artisans, commerçants et industriels, vous avez les professions libérales et vous avez les avocats qui font encore bande à part par rapport aux autres professions libérales.
Donc, je vais essentiellement vous parler des salariés et des indépendants qui pourraient vous intéresser. Je ne vais pas insister sur les exploitants agricoles, etc. Mais donc, pour les salariés, d'une façon générale, que ce soit les salariés ou les indépendants, la retraite de base, c'est le législateur qui définit les règles. C'est-à-dire que tout est inscrit dans le code de la sécurité sociale, dans le code rural et de la pêche, dans le code de la fonction publique, etc. Donc, on prend une décision en fin d'année par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où on va décider d'augmenter la durée de cotisation, de faire reculer l'âge de la retraite, de changer les règles de cumul de la retraite et d'une activité professionnelle. C'est accepté par l'Assemblée nationale, donc ce projet est accepté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça rentre, ça devient une loi c'est gravée dans le marbre, et à partir de ce moment-là, les règles ont changé. Ensuite, les régimes complémentaires qui dépendent de ce régime de base vont choisir ou pas de s'aligner. Pour l'instant, en matière d'âge, ils ont choisi de s'aligner. C'est-à-dire que c'est dans le code de la sécurité sociale et les autres codes qu'on définit les âges d'ouverture de droits et les règles de taux plein. Et les régimes complémentaires des salariés ont mis un certain temps, mais se sont alignés. D'accord ? Donc, ce qui fait que si vous avez tous vos trimestres, alors que la notion de trimestre, c'est vraiment une notion au régime de base, vous aurez droit à votre retraite complète dans les régimes complémentaires qui, eux, n'ont pas cette notion de trimestre. D'accord ? Donc là, c'est la loi, c'est le législateur qui décide. Ici, ce sont des régimes paritaires. Si on prend par exemple les régimes des salariés, donc l'ARCO, c'est la caisse de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient non cadres. C'est-à-dire que vous êtes cadre, ne veut pas dire que vous allez cotiser uniquement à l'AGIRC, vous cotisez nécessairement à l'ARCO au moins sur la partie de votre salaire qui est inférieure au plafond de la sécurité sociale. Donc le plafond de la sécurité sociale en 2017, c'est 39 000 et quelques euros, 39 228. Imaginons que vous soyez payé 100 000, ben en gros il y a 39 228 euros sur lesquels vous allez cotiser à l'ARCO, et entre 39 228 et 100 000, vous allez cotiser à l'AGIRC. D'accord ? L'AGIRC étant organisé lui-même en deux tranches. Il y a une première tranche qui s'arrête à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, donc 4 fois 39 000, et l'autre tranche, la tranche C, qui s'arrête à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. D'accord ? L'ARCO et l'AGIRC sont donc des régimes paritaires qui sont gérés par les syndicats patronaux et les syndicats représentant les salariés. C'est une sorte de gouvernance à deux têtes. Quand le président de l'ARCO est issu des syndicats patronaux, son vice-président est issu des syndicats de salariés, et c'est le contraire à l'AGIRC. Et quand on change au bout d'une mandature, eh ben ça change complètement. C'est-à-dire que le président de l'ARCO est issu des syndicats de salariés, et le vice-président des syndicats patronaux et vice-versa à l'AGIRC. D'accord ? Dans les autres régimes, ce dont il faut parler, c'est le régime des artisans, commerçants et industriels, le fameux régime social des indépendants dont on parle énormément actuellement. Dans quel cas est-ce que vous risquez de cotiser au RSI ? Imaginons que vous cessiez d'être salarié et que vous montiez votre entreprise. Si vous créez une SARL, vous serez gérant et vous êtes gérant majoritaire de cette SARL. Automatiquement, vous cotiserez soit au RSI, soit à la CIPAV en fonction de l'activité de votre société. Donc c'est le code d'activité de votre société, commerciale ou vente de prestations intellectuelles ou libérales, si vous voulez, qui va décider que vous cotiserez au RSI ou à la CIPAV si c'est une activité libérale. D'accord ? Les autres caisses libérales sont des caisses qui correspondent vraiment à des professions réglementées et qui ont un statut de libéral par leur réglementation. La CAVOM, par exemple, ce sont les huissiers, les commissaires-priseurs. Vous avez la CAREMEF pour les médecins, la CAVAMAC pour les assureurs, la CRN pour les notaires. Donc celle qui pourrait vous concerner éventuellement, ce serait la CIPAV, parce que ça correspond à une caisse où il n'y a pas que des professions réglementées, mais il y a aussi des professions non réglementées. On trouve à la CIPAV toutes les professions de conseil informatique, mais on y trouve aussi les médiums, j'en passe et des meilleurs si vous voulez. Hein. Donc la CIPAV, c'est un peu la caisse fourre-tout, c'est la caisse des multimétiers. D'accord ? Donc le principe dans les caisses des professions libérales, c'est qu'elles ont un régime de base commun, donc on a les mêmes règles dans ce régime de base. En termes d'âge d'ouverture des droits,
ce sont les mêmes que celles du régime général. Donc on parle de 62 ans, 67 ans le taux plein et entre les deux suivant le nombre de trimestres. Et puis après, les questions de règles de taux plein sont fixées à l'intérieur de chacune des caisses. D'accord ? Donc il peut y avoir des règles qui sont différentes. Vous prenez un médecin par exemple, il a été salarié en début de carrière, il est libéral, il a 3 dates possibles en termes de liquidation de ses retraites avec des calculs d'abattement et de minoration qui ne sont pas les mêmes. Donc pour les salariés, c'est quand même beaucoup plus simple finalement que pour les libéraux dans pas mal de cas. Voilà. Une chose donc à préciser, je vous disais tout à l'heure que le RSI n'avait eu un régime complémentaire obligatoire qu'à partir de 2005. Donc ça explique les petites retraites des commerçants. Parce qu'en fait, les commerçants, ils ont une retraite de base qui a été cotisée sur toute leur carrière. Et ils n'ont commencé à cotiser en régime complémentaire qui fait quand même un complément non négligeable qu'à partir de 2005. Donc ceux qui partent aujourd'hui à la retraite ont très peu cotisé dans le régime complémentaire. Ordre de grandeur, pour un cadre, on peut considérer qu'on est à 40% venant du régime de base et 60% venant du régime complémentaire. Donc ce n'est pas tout à fait négligeable pour vous, le régime complémentaire. C'est vraiment l'essentiel de vos retraites. Et le plus vos retraites sont élevées, le plus la part venant des complémentaires sera, le plus vos salaires sont élevés, le plus la part des régimes complémentaires sera importante. On continue. À une époque, il y avait une tranche D dans la GIRC. Elle est devenue quoi? Elle a été intégrée dans la tranche C. Ouais. Il y avait de l'IRICAS et de la tranche D, effectivement, elle a été, mais c'était très souvent aussi, ça a été repris en prévoyance aussi en partie. Donc, rapidement, pas pour vous affoler avec une formule, de manière, je pense que les formules ne doivent pas trop vous inquiéter. Et ça, c'est le calcul de la retraite du régime de base. Juste une chose, c'est le SAM, salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Alors chaque fois, j'entends dire, ah mais on va prendre que les 25 meilleures années. En fait, c'est uniquement là que ça joue pour la formule du régime de base. Et il faut se dire que les meilleures années, ce sont les meilleures années cotisées au plafond de la sécurité sociale. En général, vous avez des profils de carrière qui font que vous avez quasiment tout le temps cotisé au plafond. Sauf dans les premières années quand vous étiez en stage, mais après vous avez commencé à travailler et en général vous étiez déjà au-dessus du plafond. Donc toutes vos années ont été au-dessus du plafond. Donc en fait du coup les 25 meilleures années c'est les 25 dernières, puisque c'est là que les plafonds étaient les plus élevés. D'accord ? Donc en gros en 2017, le salaire annuel moyen des 25 meilleures années pour quelqu'un qui a cotisé toute sa vie au plafond, il est de 34 000 euros. Alors vous allez me dire pourquoi 34 000 euros alors que le plafond de la sécurité sociale est à 39 000. Ce sont des mécanismes de revalorisation qui font que les revalorisations n'ont pas suivi la tendance des augmentations de plafond. Donc on est au mieux là à 34 000 euros. Ensuite le taux, c'est le fameux taux dont on dira qu'il est plein ou pas. Il est plein si vous avez tous vos trimestres et si vous avez tous vos trimestres, il est plein avec 50%. Donc en fait, une retraite au taux plein, c'est 50% de 34 000 euros. D'accord ? Et ensuite, c'est fonction de votre durée cotisée dans le régime. Parce que vous avez peut-être travaillé pendant... vous avez peut-être tous vos trimestres, mais vous n'avez pas nécessairement tous vos trimestres en cotisant au régime général. Vous avez pu travailler à l'étranger, donc vous avez une partie des trimestres qui sont au régime général, et l'autre partie que vous avez eue à l'étranger. Vous avez pu travailler au RSI, il y a une partie de vos trimestres au régime général et une partie que vous avez au RSI. Donc tout ça, c'est une règle de partage, d'accord ? Mais pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière en tant que salarié, en gros... Dans le meilleur des cas, on a 50% de 34 528, auquel on peut éventuellement rajouter 10% si on a eu 3 enfants ou plus. Donc, à cette, à cette formule, on rajoute 10% à partir du moment où on a eu 3 enfants ou plus. Et c'est toujours pour les femmes, ça? Non, pour le père aussi. Là. Ça. Ouais. Enfin, les enfants me rapportent et ne m'ont pas simplement coûté. Ensuite, donc, si la carrière est incomplète, donc on n'a pas le taux plein, on a un abattement sur le taux, mais l'abattement va être au maximum lié à 20 trimestres de minoration. Pourquoi ? Parce qu'on a le taux plein garanti à 67 ans, c'est-à-dire 20 trimestres après 62 ans. Donc on ne peut pas vous donner un abattement qui soit supérieur à 20 trimestres. D'accord ? Voilà, donc en gros, ça donne dans le meilleur des cas, avant les 10% de majoration, 17 000 euros bruts, ce qui en net, il faut enlever 7,4% de CSG-CRDS, un net de 1332 actuellement. Ça, c'était la formule de calcul pour les régimes par trimestre, dit par annuité. Régime à points, c'est beaucoup plus simple.
Donc, en gros, les autres régimes sont des régimes à points. D'accord? Donc là, c'est assez simple. Vous avez cotisé pendant toute votre carrière, sur la base, là, non pas d'un salaire au plafond, mais de la réalité de votre salaire, sachant qu'il y a quand même un plafond, puisqu'on s'arrête pour les cadres à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, mais enfin, on a dépassé déjà les 300 000 euros, donc c'est un plafond qui est quand même assez élevé. La France est le seul pays qui fasse cotiser les gens sur des montants aussi élevés. Et donc, on a cotisé sur la base de son vrai salaire, soit à l'ARCO, soit à la GIRC, soit aux deux si on est cadre. Avec ces cotisations, on a acheté des points qui avaient une certaine valeur d'achat. Ces points, on les a cumulés pendant toute sa carrière. Arrive le moment de la retraite, on totalise les points. Vous avez tous reçu un relevé de carrière sur lequel vous avez vu les points. On totalise les points, on multiplie ces points par une valeur de service. Donc la valeur de service pour l'ARCO, c'est 1,2513 €, donc 1,25 €. La valeur de service pour la GIRC, c'est 0,4352, donc c'est 43 centimes d'euros. Et ça vous donne, en multipliant par le nombre de points, la valeur, le montant annuel de retraite, montant brut, dont vous devez enlever 8,4%. Donc là, c'est la CSG-CRDS, plus 1% au titre de l'assurance maladie. Si vous n'avez pas tout votre trimestre dans le régime de base, le régime complémentaire est au courant. Et donc, ils vont vous enlever en gros une minoration qui est de 1% par trimestre pour les 12 premiers trimestres, 1,25 pour les trimestres suivants. Et comme on s'arrête à 20 trimestres, la majoration maximale est de 22%. On verra après, mais pour les retraites liquidées à partir du 1er octobre 2019, va s'ajouter à cette formule un malus ou un bonus temporaire qui dépendra de la façon dont vous avez liquidé vos retraites par rapport à la date à laquelle vous avez le taux plein. L'ARCO à GIRC, qui avait des problèmes de trésorerie, essaie d'inciter les assurés à partir un petit peu plus tard. Donc ceux qui partent dès qu'ils ont le taux plein, ils leur disent OK, mais vous aurez un malus. Ceux qui attendent un petit peu, on leur donnera un bonus. D'accord? Mais le taux est temporaire. Ce malus temporaire, il est sur quelle durée? On va voir. On va le voir après. Donc, comme je vous disais qu'on parlait de régime à points, ces points, on les achète avec les cotisations, donc ils ont une certaine valeur d'achat. Et quand on prendra sa retraite, ils auront une valeur de service. Quand on crée sa société, on se demande toujours, est-ce que je reste salarié? Donc je crée une SASU et je me verse des rémunérations, sachant que les cotisations sur les rémunérations de salariés sont d'un montant élevé. Ou est-ce que je suis indépendant? Et quand on est chef d'entreprise, les cotisations qu'on verse en tant que salarié chef d'entreprise, elles sortent entièrement de votre poche. Un salarié qui n'est pas chef d'entreprise ne paye que 40% des cotisations. Un salarié qui est chef d'entreprise, il paye 40% en tant que salarié et les 60% restants, il les verse en tant que patron de la société. Donc en fait, ça lui coûte 100% des cotisations qui sont élevées. Donc du coup, on a intérêt à regarder quel est le rendement de ces cotisations. Donc nous, il y a une chose qu'on fait tous les ans, c'est qu'on compare un petit peu le rendement des 1000 € cotisés. Qu'est-ce que ça me donne en termes de retraite? D'accord? Là, vous avez la ligne des salariés. Là, vous avez la ligne du RSI. Et là, vous avez la ligne de la CIPAV. Alors, outre le fait que vous avez moins de cotisations à verser aussi en assurance maladie et en retraite, les taux de cotisation, en gros, vous cotisez en salarié, vous devez cotiser sur un 20-44%, d'accord? En tant que CIPA, vous allez cotiser au maximum à 10,10%, d'accord? Donc bien évidemment, les cotisations sont moins élevées. Alors les salariés ne s'en plaignent pas parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ne payent que 40% des cotisations. Mais quand vous devenez votre propre patron et que vous devez choisir de cotiser, vous vous rendez compte qu'il y a des cotisations qui sont quand même, moins élevées et qui, finalement, ont un meilleur rendement. Donc ça, c'est une question à étudier. Alors, votre expert comptable va vous dire « Oh là là, tu as été toute ta vie, tu as été salarié, tu ne vas pas changer maintenant. » Il faut lui demander pourquoi. Il y a peut-être une raison fiscale, d'accord? Il y a peut-être une raison administrative de son côté, mais il faut quand même aussi le pondérer par la raison retraite et par la raison coût des cotisations. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc ça tient compte pour le salarié, ça tient compte du fait qu'il ne paye que 40%, les 182. Non, là je prends la totalité des cotisations, salariales en fait, plus patronales. Il faut une mise tant que ça par rapport à... Pour le salarié, oui. Pour le salarié, oui. Mais pour le salarié qui est son propre employeur, c'est ça.
Par contre, on compte aussi les trimestres. Si je pars sur une CIPA ou un RSI, on compte aussi, il y a aussi un système qui compte les trimestres. Il y a aussi un système qui compte les trimestres, c'est-à-dire que vous allez, parce que vous avez cotisé sur un revenu qui est 600 heures au SMIC, si vous voulez, ça va vous donner vos 4 trimestres pendant l'année. D'accord? Parce que pour calculer votre durée de carrière et voir si vous avez tous vos trimestres, on le fait tout régime confondu. On prend vos trimestres régime général, plus vos trimestres CIPAF, plus vos trimestres RSI, plus vos trimestres étrangers. On ajoute tout ça, on regarde où vous en êtes par rapport à ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de 167 trimestres par exemple, ben, on regarde si vous avez les 167 et ça vous donne au régime général le taux plein. D'accord? Autre élément dans la question combien, la réversion des retraites. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la réversion? C'est le droit au conjoint survivant de toucher une partie des retraites du conjoint décédé. Conjoint survivant, donc j'ai dit conjoint. Le mariage est le seul lien reconnu en matière de réversion. Le PACS, le concubinage ne sont pas pris en compte, même si vous avez eu des enfants. D'accord? C'est un élément que les gens découvrent parfois un peu tard. S'il y a eu divorce, il va y avoir partage au prorata de la durée des mariages. Partage entre les conjoints survivants au prorata de la durée des mariages. Donc, attention en termes de protection du conjoint. Suivant les régimes, ensuite, il y a des conditions qui vont être différentes. Par exemple, le taux de réversion au régime de base, c'est 54%. Le taux de réversion dans le régime complémentaire ARCO, AGIR, qui est dans la plupart des régimes complémentaires, c'est 60%. Dans la fonction publique, c'est 50%. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, il y a un défaut d'harmonisation et un défaut de cohérence, si un jour le législateur se dit qu'il faudrait harmoniser pour que toutes les caisses fassent la même chose, il y en a une qui est à 50, il y en a une qui est à 60, ce serait assez facile de dire on va mettre tout le monde à 50. D'accord ? Ça, c'est la première cause d'harmonisation. L'autre cause, c'est que la retraite est, suivant les régimes, soumise parfois à conditions de ressources. Il n'y a actuellement pas de conditions de ressources dans les régimes complémentaires. D'accord ? Donc, quelles que soient les ressources du conjoint survivant, il touchera la réversion du régime complémentaire. Par contre, dans le régime de base, il y a une condition de ressources. Et il arrive très souvent qu'il n'y ait pas de réversion du régime de base. Donc, le régime général, les 17 000 € de retraite dont je parlais tout à l'heure, très souvent, il n'y a pas de réversion. Pourquoi ? Parce que si l'époux survivant ou l'épouse survivante a sa propre retraite, la condition de ressources, c'est 20 000 €. Donc, on peut espérer qu'elle a une condition de ressources qu'elle a des ressources supérieures à 20 000 €. Donc, elle n'aura pas de réversion du conjoint décédé. Dans cette condition de ressources, on prend les propres retraites, les salaires, mais éventuellement les biens détenus en propre, c'est-à-dire pas les biens issus de la communauté, mais les biens de l'épouse en direct. Je dis épouse parce que la démographie fait qu'en général, on a plus de réversion vers des femmes que vers des hommes. Donc, là, les biens détenus par le conjoint survivant en direct sont supposés rendre 3% de rendement. Il y a une enquête patrimoniale qui est faite au moment de la réversion. Et donc, pour cette raison, très souvent, il n'y a pas de versement de la réversion du régime de base. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et quand je dis qu'il risque d'y avoir harmonisation, la question s'est posée. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de conditions de ressources dans les régimes complémentaires. Les gens qui ont demandé pourquoi. Pour l'instant, c'est resté en l'état, essentiellement parce que je pense que dans les régimes complémentaires, à la tête, il y a aussi des syndicats patronaux qui ne tiennent pas à ce qu'on fasse disparaître la condition de la retraite, la réversion des régimes complémentaires. Je pense qu'eux défendent aussi cet avantage social. On voit néanmoins apparaître la condition de retraite dans le régime complémentaire des commerçants. Le régime complémentaire des commerçants au RSI, il y a une condition de ressources qui est actuellement assez élevée, parce qu'elle est à 80 000 €, je crois. Donc en général, on a cette réversion. Et chose à ne pas oublier, le remariage dans les régimes complémentaires, le remariage entraîne la perte de la réversion. Donc,
le conjoint décède, le conjoint survivant touche la réversion, mais dès qu'il se remarie, il perd le droit à la réversion. Un point important, le versement de la réversion se fait sur demande. Les caisses disent qu'elle est quérable et non portable, donc il ne faut pas oublier de la demander. On n'y pense pas forcément à ce moment-là. La caisse pensera tout de suite à cesser de verser la retraite, mais ce n'est pas pour autant qu'elle vous dira « je vous présente le formulaire, veuillez le signer pour toucher la réversion ». D'accord ? Donc il faut la demander. C'est une action de votre part. Continuons sur l'impact des carrières internationales. Vous avez travaillé à l'étranger. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion d'expatriation pour les caisses de retraite? Pour la sécurité sociale, la notion d'expatriation, c'est le fait de cotiser auprès d'un régime de sécurité sociale qui n'est pas un régime français. D'accord? C'est ça la définition de l'expatriation dans cette présentation. D'accord? Vous êtes parti en expatriation, vous aviez peut-être une autre définition. On vous a dit, je vous ai fait un contrat d'expat parce qu'on vous aidait sur le déménagement, on vous aidait sur le logement, on vous permettait de cotiser de façon volontaire dans le régime français. Pour la sécurité sociale, la première définition, c'est je cotise à l'étranger. Si vous avez cotisé à l'étranger, ça veut dire que vous avez acquis des droits à une retraite d'un régime étranger. Et éventuellement, ne l'oubliez pas quand vous prendrez vos retraites françaises. Vous avez aussi peut-être des droits à l'étranger. Ça, c'est le premier point. Il y a rarement ça dépend des pays où vous êtes allés, mais il y a rarement que des systèmes privés. Si vous n'avez... C'est un statut de fonctionnaire international attaché à une caisse privée. Oui, mais alors en fonctionnaire international, il y a un régime de retraite de ce système international. Donc vous avez aussi une retraite, potentiellement. Il faut regarder les conditions, mais vous avez une retraite. Parce que vous étiez à l'étranger et que vous cotisiez à l'étranger, votre employeur vous a peut-être dit il vaut mieux que tu continues à cotiser de façon volontaire en France, parce qu'on a toujours la possibilité de cotiser volontairement en France. Dans ce cas-là, vous allez peut-être continuer à cotiser au régime de base, ça s'appelle la Caisse des Français de l'étranger pour les salariés, ou, parce qu'on n'est pas obligé de faire les deux, ou au régime complémentaire, vous avez la Caisse de retraite des Français de l'étranger, la CRE, et l'IRCAFEX pour les cadres qui cotisent à l'ARCO, qui sont l'équivalent de l'ARCO et de la GIRC, pour les salariés cadres expatriés. Ou vous avez cotisé aux deux. On peut faire l'un ou l'autre ou les deux. Il n'y a pas d'obligation, on peut n'en faire aucun. C'est de la cotisation volontaire. D'accord ? Mais si vous avez fait ça, si vous avez eu cette cotisation volontaire, ça veut dire qu'en parallèle, vous aviez une cotisation auprès d'un régime étranger, donc vous aviez double cotisation, d'une certaine façon, pendant ces années-là. D'accord ? Ensuite, je termine juste. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas cotisé de façon volontaire, de racheter après coup ces trimestres pendant lesquels vous n'avez pas cotisé. Vous n'en avez pas nécessairement besoin, parce que si vous avez travaillé dans un pays étranger qui a signé avec la France une convention de sécurité sociale, ces trimestres sont pris en compte. D'accord ? Alors, il faut qu'il y ait eu une convention de sécurité sociale qui a été signée. Il y a une trentaine de pays qui ont signé une convention. Plus l'ensemble des pays européens, plus le Liechtenstein, la Suisse, la Norvège et l'Islande, je crois, qui ont part aux accords communautaires. Donc il y a une convention unique qui est les accords communautaires qui rassemblent l'ensemble de l'Union européenne, plus Suisse, Liechtenstein, etc. Et vous avez ensuite une trentaine de conventions bilatérales où la France a signé une convention avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Japon, avec le Brésil, elle est en train d'en signer une avec la Chine. D'accord ? À partir du moment où il y a cette convention qui rentre en vigueur, tous les trimestres qui ont été cotisés dans le pays, y compris ceux qui ont été signés avant la signature de la convention, ceux qui ont été acquis avant la signature de la convention, vont rentrer dans votre relevé de carrière. Il va falloir les faire valider, ça ne va pas rentrer tout seul, mais vous direz à la Caisse de sécurité sociale, j'ai travaillé dans tel pays à telle période, c'est un pays qui a signé une convention, on prend les trimestres, on totalise les trimestres et on regarde si vous avez droit au taux plein ou pas. D'accord ? Attention néanmoins, on ne peut pas cumuler pour l'instant les conventions. C'est-à-dire que vous avez sillonné l'Europe, c'est une seule convention, donc on va prendre tous les trimestres des pays européens. Par contre, vous êtes parti aux États-Unis pendant 6 trimestres, et puis ensuite vous avez quitté les États-Unis, vous êtes allé au Canada, et vous avez eu une dizaine de trimestres. On prendra les 10 trimestres du Canada, et pas les 6 trimestres des États-Unis. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas cumuler les conventions. D'accord ? Donc attention quand vous regardez à rebours votre carrière, à cet aspect-là. Attention aussi à ceux que vous connaissez qui partent en expatriation, ou à ceux qui y sont déjà, qu'ils fassent attention à ce qu'ils ont fait avant,
Et si jamais ils changent de destination, parce que les jeunes maintenant bougent beaucoup plus que nous bougions nous. Nous, en général, on allait dans un pays, on n'en faisait pas nécessairement 2 ou 3, d'accord? Eux, ils partent d'un endroit et ils vont ailleurs. Donc, à partir du moment où ils ont commencé à bouger, ils vont appliquer une convention, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que la question de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger peut se poser. C'est là que ça peut être intéressant, parce que ça vous remet sur le pied français. Mais c'est toujours pareil, c'est un coût, donc il faut se demander si ça en vaut la peine. Ça n'en vaut la peine que si on cherche à sauver des trimestres, mais des trimestres sur une carrière qui a déjà rapporté des droits importants. Ça ne vaut pas la peine si on est en tout début de carrière. Donc il faut mesurer un petit peu ce qu'on fait. Autre point, sur le combien... Ah pardon, j'avais pas... Et alors, moi j'avais une question, alors deux questions en fait. J'ai travaillé aux États-Unis comme assistant de recherche et j'ai gagné des sous, mais pas grand-chose. Alors en général, on rencontre très très souvent, assistants de recherche, ils ne vous ont pas fait cotiser à la SSA. Donc en général, on ne retrouve pas de trimestre par ce biais-là. D'accord. Alors deuxième question, j'ai travaillé en Asie, on va dire, avec un salaire français et un salaire local. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai cotisé à 2 endroits et je peux avoir des... En principe, ils vous l'ont précisé sur votre contrat d'expatriation. Alors, quand vous l'avez signé, ce n'est pas la chose qui vous préoccupait. Bon, je sais, parce que je suis partie en Angleterre dans les mêmes conditions, j'ai jamais regardé ce qui se passait, j'ai compris après. Donc en fait, il vous l'indique dans votre contrat d'expatriation en vous disant on vous maintient à la cotisation des régimes français. Mais de toute manière, vous allez recevoir votre relevé de carrière, vous l'avez peut-être déjà reçu, vous regardez, vous allez voir tout de suite. Si vous avez cotisé de façon volontaire, vous le verrez, ça s'appelle CFE, ou alors extension de garantie dans les régimes complémentaires, ou alors CRIRCAFEX, Nofalisté. D'accord, mais les cotisations sur le salaire local dans le pays? Elles vous ont donné des droits dans le pays quand même. Ouais, et ça, le relevé France ne va pas l'indiquer. Ah non. Donc, si vous avez cotisé de façon volontaire, vous les aurez sur le relevé de France. Si vous n'avez pas cotisé de façon volontaire, mais vous me dites que vous aviez un bulletin de salaire français et un bulletin de salaire local, donc probablement que sur le bulletin de salaire français, si vous regardez, vous allez voir des prélèvements qui correspondent à des... S'il y avait des prélèvements, il y avait probablement la partie prise en charge d'une partie du logement, etc. Il y avait peut-être aussi les cotisations de caisse de retraite. Donc ça, c'est la première chose à regarder. La deuxième, c'est de regarder sur votre relevé, si vous voyez des traces de la caisse donc des Français de l'étranger dans le relevé du régime de base, et de la CRE et de l'IRCAFEX dans les relevés des régimes complémentaires. Je vous dis, il peut y avoir l'un ou l'autre, ou les deux. Et ensuite, n'oubliez pas que vous avez cotisé. Vous avez cotisé dans quel pays? En Chine. Alors, la Chine, si vous voulez, ils sont en train de mettre en place leur système de retraite. Si on signe une convention avec eux en ce moment, parce que justement, les choses sont en train de se clarifier. Donc à ce moment-là, je pense que je suis quasiment persuadée que votre employeur vous a fait cotiser en France de façon volontaire. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de droit si on a cotisé à la CFE, on ne peut pas doubler les trimestres. On ne peut pas doubler les trimestres, mais il y aura quand même une retraite. Oui, mais en général, si on a cotisé, sauf si on a cotisé pendant 20 ans, on est en dessous des seuils qui permettent d'accéder dans ces pays-là. Non. Pour récupérer quoi que ce soit. Non. Moi, c'est mon cas aux États-Unis, je suis en dessous des seuils, j'ai travaillé 5 ans aux États-Unis. Et alors, parce que vous pensez que vous avez travaillé 5 ans, et vous dites c'est moins de 10 ans, donc j'ai rien. Non, mais je sais parce que j'ai reçu un relevé des États-Unis, et il y a un seuil minimum et une durée minimum en dessous de laquelle je suis. Donc je n'ai pas de droit à un complément de retraite aux États-Unis. Méfiez-vous. Non, on calcule aussi les retraites américaines, si vous voulez. Et on a énormément de clients, on a 30% de nos clients qui sont en expatriation. Et en fait, le seuil des 10%, c'est pour compte des 10 ans, pardon, donc des 40 trimestres pour les États-Unis, il faut compter les trimestres français. Donc vous avez travaillé 5 ans. Si on rajoute les trimestres français, vous êtes au-dessus des 10 ans. D'accord? Donc a priori, si c'est le seul pays étranger dans lequel vous avez travaillé, non. Alors les autres se sont... J'ai toujours été à la CFE, de toute façon, dès que j'étais en dehors de France. D'accord. Mais il y a de l'argent qui est allé dans des caisses. Donc le problème, c'est pas le nombre de trimestres, c'est les points potentiels. Voilà, alors, dans le cas particulier des États-Unis, à partir du moment où vous avez moins de 10 ans, à partir du moment où vous avez plus de 6 trimestres, ce qui est votre cas avec 5 ans, et que vous avez moins de 10 ans, vous pouvez faire valoir la convention entre la France et les États-Unis en leur disant « Ok, moi, j'ai cotisé les 10 ans puisque j'ai cotisé aussi en France, et donc donnez-moi ce à quoi j'ai droit pour mes 5 ans. » Et vous aurez droit à quelque chose qui n'est pas forcément négligeable. D'accord.
Ensuite, il faut voir si vous avez intérêt à faire valoir cette convention-là ou une autre, si vous avez fait plusieurs pays. Donc, si vous voulez, le cas, je ne peux pas vous aider comme ça, il faut bien comprendre la façon dont ça se passe. Mais l'idée, c'est ça. Il faut voir quelle est la convention à acter pour bénéficier au mieux des cotisations. Parce qu'il y a certains pays qui prévoient aussi des remboursements de cotisations si vous ne pouvez pas toucher la retraite. Mais alors, il y a certains pays qui le prévoient, mais il y a une certaine limite pour demander le remboursement. Donc ça dépend des pays. Et la demande se fait au travers de la caisse française. Ah, ça dépend de ce que vous demandez. D'accord, ça dépend. Oui, il y a des choses qui vont être au travers de la caisse française, d'autres qui vont être faites au travers des caisses américaines directement auxquelles il va falloir s'adresser. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Il y a une convention. Oui. Bon. Ça, c'est l'histoire, si vous voulez, c'est l'Afrique occidentale, etc. Donc, on retrouve l'histoire dans la retraite. Hein. Donc, j'ai cotisé aussi à la CFE, mais je ne vois pas ce nombre de trimestres. De la CFE? Ouais. Ah, ceux de la CFE, vous devriez les voir en principe. J'ai une année blanche. Sur l'année où vous avez cotisé. Que vous ne voyez pas les trimestres ivoiriens, c'est normal. C'est la croix et la bannière pour les faire reconnaître, mais on y arrive. Mais c'est normal que vous ne les voyez pas, vous les verrez qu'au moment où vous les demanderez. Mais par contre, les trimestres de la CFE, en principe, vous devriez les voir. Alors, vous me dites que vous avez cotisé à la CFE. Êtes-vous certain d'avoir cotisé à la CFE en vieillesse et pas en maladie? Parce que ça, nos clients font souvent l'erreur. Ils pensent cotiser, ils disent « j'ai cotisé à la CFE ». Et quand on regarde, en fait, ils ont cotisé à la CFE maladie. Ce qui veut dire que pour vous, si c'est le cas, vous n'avez rien eu en vieillesse par la CFE, mais par contre, vous avez été protégé en matière d'assurance maladie, ce qui, quand on va en Côte d'Ivoire, est quand même plutôt recommandé. Et par contre, il faudra faire valoir les trimestres de Côte d'Ivoire au moment où vous prendrez votre retraite. Ok. D'accord. Il y a un autre pays? Non? Non, pas pour l'instant. Ah bon, mais ça va alors. Parce que par contre, n'oubliez pas, si vous partez dans un autre pays étranger, là, si vous avez besoin de faire valoir de la convention franco-ivoirienne, il faut que vous cotisiez à la CFE pour ne pas commencer à avoir des trous dans votre carrière. Et l'Union européenne, c'est la même convention. C'est les accords européens, ouais. C'est une seule convention. En tant qu'expatrié, quel est l'avantage de cotiser à la fois à la CFE et à la CRE-CAFEX? Alors, la CFE, ça vous couvre si vous risquez d'avoir un trou de trimestre, mais en même temps, vous enregistrez une cotisation au plafond de la sécurité sociale et vous allez avoir une certaine durée d'assurance pendant ce temps-là. Donc c'est quand même mieux que simplement l'application de la convention. Ça améliore la retraite du régime de base, mais on voit que la retraite du régime de base, elle est à un certain niveau, elle n'ira pas au-dessus. La CRE et l'IRCAFEX, vous définissez un salaire de référence et ce sera comme si vous cotisiez en France en tant que salarié. Mais le coût, c'est 20% de ce salaire. Donc le coût est élevé. Avec les rendements que je vous ai montrés, quand je vous montrais sur les comparaisons des rendements des caisses et que je vous montrais que c'était 6% ou moins de 6% pour l'ARCO et la GIRC, c'est le rendement de la CRE et de l'IRCAFEX. Et on le voit sur le relevé de carrière, la différence pendant la période d'expatriation, ce qui a été cotisé? Vous voyez si vous avez des points en tout cas. Les points, oui, mais est-ce qu'on voit si on a la CRE IRCAFEX? Oui, vous le voyez au niveau des points. Quand vous avez votre relevé de carrière, il est présenté par année, d'accord? Vous voyez les employeurs. Et quand vous avez cotisé de façon volontaire à la CRE IRCAFEX, c'est marqué soit CRE IRCAFEX, soit parfois c'est marqué extension de garantie. Ça dépend de la façon dont vous avez accédé à la cotisation. Extension de garantie, CRE IRCAFEX, ou parfois vous allez avoir Humanis et Novalis Setbook qui sont les caisses qui administrent maintenant la CRE IRCAFEX. En plus que la CFE. Donc, il y a une colonne oui, parce que ce n'est pas le même relevé. La CFE, c'est le relevé du régime général, donc où on a les trimestres et un salaire au plafond de la sécurité sociale. Et la CRE IRCAFEX et l'ARCO et la GIRC, c'est un relevé où on est en points. Une colonne ARCO avec des points, une colonne GIRC avec des points. Donc là, vous le verrez si vous avez cotisé. On a fait le tour de l'étranger? C'est bon? On continue et on passe à la table des périodes de chômage. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça n'est pas... on est très protégé quand on est proche de la retraite et qu'on est chômeur. Déjà, d'une façon générale, pendant toute la durée de carrière, à partir du moment où on est indemnisé par le chômage, il va y avoir une validation des trimestres. Vous allez avoir des trimestres qui vont être enregistrés pour le taux, donc le nombre de trimestres qu'on va prendre pour la carrière, et pour la durée d'assurance, c'est-à-dire on va considérer que vous continuez à cotiser pendant ce temps-là au régime général. Par contre, il n'y a pas de report de salaire. Mais bon,
c'est pas, on prend pour le régime général, on prend que les 25 meilleures années. Donc si vous avez les quelques années de chômage sans report de salaire, ça ne va pas être dramatique sur votre calcul de retraite du régime général. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous êtes indemnisé? On va avoir aussi des droits qui vont être acquis dans les régimes complémentaires. Dans les régimes complémentaires, vous allez avoir des points en tranche A et en tranche B, en fonction du salaire que vous aviez avant d'être au chômage. C'est-à-dire que quand vous avez été licencié, ou quand il y a eu rupture conventionnelle, vous aviez un certain salaire de référence. À partir de ce salaire de référence, l'indemnité chômage a été calculée. 57,40% de ce salaire de référence ou bien 57% de ce salaire de référence suivant la convention qui s'appliquait quand vous avez été licencié. Le salaire de référence est celui qui va être utilisé pour calculer les points que vous allez avoir pendant que vous êtes indemnisé par le chômage. Ce qui fait que l'indemnisation et le statut de chômeur fait qu'en termes de points de retraite, vous n'avez rien perdu par rapport à votre salaire précédent. Et ça, pendant tout le temps, vous avez été indemnisé. Si vous avez été au chômage plus longtemps que la durée d'indemnisation, plus longtemps que les 2 ans ou les 3 ans, il y avait éventuellement la possibilité de continuer à valider au moins des trimestres par le chômage après une période indemnisée. D'accord ? Et, point important à connaître aussi pour ceux qui sont proches de l'âge de la retraite, pour ceux qui sont proches des 62 ans au moment où ils sont licenciés. En fait, le principe est le suivant, c'est que si on arrive en fin d'indemnisation de chômage, et qu'on a dépassé l'âge d'ouverture de droit, la caisse va regarder si vous avez droit à la retraite au taux plein. Si vous avez droit à la retraite au taux plein, la caisse va vous dire, dès que vous avez droit au taux plein, vous prenez votre retraite, puisque vous avez droit au taux plein. Et par contre, si vous n'avez pas droit au taux plein, la caisse va vous porter, donc le Pôle emploi va vous porter jusqu'à ce que vous ayez droit à une retraite au taux plein. D'accord ? Donc imaginons que vous ayez 59 ans, que vous soyez licencié, 3 ans d'indemnisation chômage quand on a plus de 50 ou 55 ans, donc 3 ans d'indemnisation chômage, ça vous amène 59 plus 3, 62 ans. 62 ans, la caisse a déjà, Pôle emploi a déjà interrogé vos caisses de retraite. Si vous n'avez pas droit au taux plein à ce moment-là, vous serez maintenu en chômage indemnisé jusqu'à ce que vous ayez droit à une retraite au taux plein. Maintenu en chômage indemnisé en continuant à gagner des points et en continuant à gagner des points sur le salaire que vous aviez avant d'être au chômage. Donc c'est une protection extrême, d'accord ? Ça, c'est encore en vigueur parce que la convention chômage actuelle a été prorogée. Après, quand elle sera revue, est-ce qu'elle sera revue dans des conditions aussi favorables ? Et c'est toujours dans la limite de 3 ans? Non. Ah non, ça peut même aller plus loin. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont au chômage à 59 ans, 62 ans, c'est la fin de la limite des 3 ans, ils n'ont pas le taux plein, ils sont portés jusqu'à ce qu'ils aient le droit au taux plein. On a des salaires. Par exemple, on pourrait aller jusqu'à 67 ans? Vous pourriez aller jusqu'à 67 ans. Et le chômage, pas le chômage. C'est curieux parce que c'est pas incitatif à reprendre un emploi. Exactement, ça s'appelle utiliser le Pôle emploi comme caisse de pré-retraite. C'est ça exactement. Et les employeurs le savent bien parce que nous, on a des RH qui nous envoient des salariés avec comme, en gros, à lire entre les lignes dans le mail d'accompagnement, ce serait bien de nous déterminer la date optimale pour définir la rupture conventionnelle. Elle est belle, la France. Et dans la période de chômage, on n'est pas indemnisé, puisqu'il y a quand, en tout cas c'est mon cas. Alors, pendant la période de carence, Oui, de carence. on n'a pas de trimestre et on n'a pas de points, d'accord ? Mais elle va reculer d'autant le début de la période d'indemnisation. Donc, pour ceux qui sont On n'a pas de trimestre, je croyais qu'on avait des trimestres. Non, vous n'avez rien. En fait, ce sont les 50 jours de chômage indemnisé vous donnent un trimestre. Oui, oui. Non, pardon, merci, mais pardon, je vous dis, mais... Donc non, vous n'avez pas de trimestre. En fait, vous avez un trimestre pour 50 jours de chômage indemnisé. D'accord. D'accord ? Donc pendant la période de carence, il n'y a pas de... Donc la période de carence, elle est quand même, maintenant, elle peut être de 180 jours. Donc ça peut être potentiellement 6 mois pendant lesquels vous n'avez pas... Même plus avec les congés. Voilà, exactement. Mais n'oubliez pas, quand même, vous n'avez pas nécessairement été licencié pile en début d'année. Oui, non, mais c'est ça qui... Donc en fait, avec 1 ou 2 trimestres, sur l'année du licenciement, peut-être qu'avec 1 ou 2 mois de salaire, en 2 mois de salaire, vous avez les 4 trimestres sur l'année du licenciement. D'accord ? Donc déjà, la période de carence ne va pas jouer sur cette année-là.
Et après, vous commencerez à la fin de la période de carence, vous serez sur l'année suivante, et là, vous aurez vos trimestres. Donc très souvent, ça joue plutôt favorablement. Et au contraire, cette période de carence recule la date au plus tôt où vous commencez à compter les 3 ans d'indemnisation, et donc ça vous rapproche de l'âge d'ouverture des droits, et éventuellement ça peut vous permettre de le dépasser si vous avez 59 ans quand vous êtes... Donc voilà, hein, mais il y a énormément d'employeurs qui font très attention à ça. Par rapport si je mets d'un côté effectivement l'impact des pertes de chômage, de l'autre côté le fait de vouloir créer une entreprise, en fait quand je vois ça, je me dis que j'ai tout intérêt, tant que mon revenu n'est pas au moins égal à ce que je gagnais avant, me payer un salaire. De ne pas vous payer de salaire. Oui, j'ai intérêt à me payer de salaire, oui, tout à fait. tant que mon revenu n'est pas égal à celui que j'avais avant, en fait. Voilà. Même si effectivement, si mon revenu correspond grosso modo à ce que je gagne avec le chômage, j'ai pas intérêt à payer de salaire. Non, parce que tant que vous utilisez le chômage, vous gagnez des points. Et des points sur la base de votre salaire précédent. Il faut verser un salaire après avoir pris sa retraite. Donc un salaire différé. Non, mais là, moi j'ai un peu de temps pour la retraite quand même. Oui. Oui, enfin l'entreprise peut accumuler tout ça et verser le salaire après la date de la retraite. Oui, mais ça dépend. On a besoin d'argent pour vivre quand même à un Oui, moment. ça dépend. Voilà. Bien sûr. On continue, donc c'est clair pour le chômage. Donc maintenant, dans les autres précisions que je voulais vous donner, c'était l'ARCO Agir. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a eu une modification au niveau des régimes complémentaires des salariés. C'est là que je vous avais parlé de bonus et de malus. Donc quel est le principe? C'est qu'on a signé un accord ARCO Agirc pour sauver les régimes complémentaires des salariés, c'était le terme qui était employé à l'époque, il y avait des problèmes de trésorerie. La première conséquence, c'est qu'on a déjà gelé un petit peu les paramètres, et donc en gros les retraites des salariés, les retraites complémentaires des salariés n'ont pas augmenté depuis 2013. D'accord? Donc les valeurs de service de points que je vous ai données tout à l'heure, ce sont les mêmes depuis 2013. Par contre, l'augmentation, la valeur d'achat a continué à augmenter. Donc du coup, comme la valeur d'achat des points augmentait et que la valeur de service stagnait, on a une chute des rendements des cotisations dans ces régimes qui a été enregistrée sur ces dernières années. Mais le point important qui va vous intéresser, c'est qu'en 2019, on crée un nouveau régime qui fusionne la GIRC et l'ARCO. Donc on n'a plus cette notion de... Avant, il y avait des points ARCO pour les non-cadres sur la totalité de leur salaire et pour les cadres uniquement sur les salaires en tranche A, et il y avait des points AGIRC. Maintenant, 1er janvier 2019, on va mélanger les deux. Donc on va convertir les points AGIRC concrètement en points ARCO. A priori là, pas de problème, ça ne changera rien pour vous, ça vous donnera le même montant de retraite, c'est-à-dire qu'on va les convertir de façon à ce qu'on s'y retrouve en termes de points. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va se passer, c'est que pour toute retraite liquidée à partir du 1er janvier 2019, ce que va regarder la caisse, c'est quelle est votre position par rapport au taux plein. Si vous liquidez alors que vous n'avez pas droit au taux plein, d'accord, vous avez une minoration de votre retraite normale parce que vous n'avez pas tous vos trimestres, donc 1% en gros par trimestre manquant, et ça, ce sera comme ça pour la vie. Donc vous aurez toujours cette minoration, votre retraite est calculée avec une minoration. Si vous liquidez dès que vous avez le taux plein, la caisse de retraite complémentaire va dire, à partir de janvier 2019, vous liquidez dès que vous avez le taux plein, on vous prend 10% de vos retraites pendant 3 ans. C'est ce fameux malus provisoire qui va durer 3 ans. Si vous attendez 1 an, il n'y aura pas de malus. Il n'y aura pas non plus de bonus. Si vous attendez 2 ans, il va y avoir un bonus de 10% pendant 1 an. Si vous attendez 3 ans, il va y avoir un bonus de 20% pendant 1 an. Si vous attendez 4 ans, il va y avoir un bonus de 30% pendant 1 an. Et tout ça se calcule à partir de la date à laquelle vous avez droit au taux plein. Donc, si vous avez droit au taux plein à 62 ans, les 4 ans, ce sera 4 ans plus tard, donc à 66 ans. Et si vous avez le droit au taux plein qu'à 63 ans, les 4 ans, ce sera 4 ans plus tard, donc à 67 ans. Mais à 67 ans, on cesse d'appliquer cette règle, parce que 67 ans, c'est l'âge normal de la retraite dans les régimes complémentaires. D'accord ? Donc en fait, ces histoires de bonus-malus, ça se comptabilise jusqu'à 67 ans. D'accord ? Donc je vous donne juste un exemple pour que ce soit plus parlant. J'ai pris l'exemple de Philippe. Donc là, ça vous donne une idée des ordres de grandeur en termes de retraite, qui avait 63 ans
quand il a eu le droit à une retraite au taux plein. 62 ans, il lui manquait 4 trimestres. 63 ans, il a continué à travailler, il avait 4 trimestres de plus, il avait le taux plein. S'il liquide à 63 ans, on lui prend 10% de ses retraites Arco-Agirc. D'accord? Et ça, pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, il va toucher ses retraites moins 2000 euros. D'accord? Il attend un an, c'est-à-dire qu'il ne touche pas ses retraites. Il attend un an. Comme il attend un an, il y a un dispositif côté régime général qui va se mettre en place. Puisqu'il a le taux plein et qu'il attend un an, il va avoir ce qu'ils appellent une surcote dans le régime général qui va majorer sa retraite du régime général. D'accord? Il atteint un an, il continue à cotiser. Donc il aura plus de points. Donc il va augmenter sa retraite des régimes complémentaires. Et à la fin, il a amélioré sa retraite par la surcote et par les points supplémentaires de 1800 euros. D'accord? Et il n'a pas de malus et il n'a pas de bonus sur ses retraites. Il attend 2 ans. Donc là, il a une surcote de 8 trimestres puisqu'il a attendu 2 ans dans le régime général. Donc il a amélioré sa retraite générale. Il a amélioré sa retraite complémentaire parce qu'il a eu plus de points. D'accord? Et cerise sur le gâteau, il va avoir un bonus de 10% sur ses retraites complémentaires Arco-Agirc pendant un an. S'il attend 3 ans, on refait la même mécanique. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'ont trouvé les caisses pour inciter les gens à ne pas liquider. Mais moi, ça me semble un peu étonnant, parce que pendant ce temps-là, certes, on a perdu 2000 euros de retraite, mais on a abandonné 36 000 euros de revenus. Or, vous allez voir qu'il y a des dispositifs qui vous permettent de cumuler retraite et revenus. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir abandonné ces 36 000 euros de revenus pour une pénalité de 2 000 euros qui va durer 3 ans? Si vous faites la simulation, non. Donc ce n'est pas... C'est quelque chose qu'ils ont voulu d'incitatif, mais ça ne va pas être suffisamment dissuasif, ça dépend des revenus et des niveaux de retraite, mais ce ne sera peut-être pas suffisamment dissuasif. Donc maintenant, pour terminer sur la question comment, la vraie question c'est quel est votre projet de vie et après adapter votre choix en matière de retraite à ce que vous avez comme projet. Il y en a qui vous disent, moi dès que je peux avoir ma retraite au taux plein, je m'arrête, je ne travaille plus, je vais faire autre chose, j'ai des tas d'activités associatives, j'en ai marre, parfait. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout l'intention de s'arrêter de travailler et qui veulent continuer. Et ceux-là, il faut quand même qu'ils se posent la question de quels sont les dispositifs qu'il vaut mieux mettre en œuvre. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à travailler et à cotiser ou est-ce qu'il vaut mieux toucher ses retraites et cumuler éventuellement? Donc il y a pas mal de dispositifs. Première chose à laquelle il faut penser, c'est que parmi les dispositifs qu'il faut connaître quand on approche de l'âge de la retraite, c'est ce fameux départ anticipé pour carrière longue. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça peut concerner même les cadres. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que le droit à la carrière longue? C'est le droit à partir avant 62 ans, parce qu'on a commencé à travailler jeune. Et comment ça se mesure pour la caisse, le fait d'avoir commencé à travailler jeune? C'est d'avoir acquis 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans. D'accord? Donc vous avez 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, et vous pouvez partir à 60 ans, si, autre condition, vous avez tous les trimestres requis pour le taux plein. D'accord? Les 4 à 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, par vos stages, vous les avez peut-être. D'accord? Le stage ouvrier avant de rentrer à Centrale ou à la première année de Centrale vous a peut-être donné ces trimestres-là, ou une partie de ces trimestres. Vous avez peut-être eu des jobs d'été, vous avez peut-être eu des jobs complémentaires. Donc regardez votre relevé de carrière et regardez si vous avez les 4 ou 5 trimestres. Ensuite, il faut avoir continué à cotiser et avoir droit à une retraite au taux plein. La façon de compter les trimestres n'est pas tout à fait la même pour la carrière longue que pour le départ à 62 ans. Elle est plus restrictive, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les 5 trimestres de service militaire, on va en prendre que 4 par exemple. On ne va pas tenir compte des trimestres pour enfants. D'accord? Ils ne rentrent pas pour le calcul du taux plein pour la carrière longue. On ne va pas prendre tous les trimestres de sous-chômage, on va en prendre au maximum 4. Donc, ça s'étudie, mais pour ceux qui veulent s'arrêter rapidement et qui veulent profiter d'une retraite le plus tôt possible, s'ils ont 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans sur leur relevé, c'est peut-être une option à étudier, il faut regarder si c'est possible pour vous. Première chose. Autre possibilité, la retraite progressive. Qu'est-ce que c'est la retraite progressive? C'est la possibilité de dire, j'ai 60 ans, pas 62 ans, j'ai 60 ans, j'ai 150 trimestres, je travaille à temps partiel mais
en forfait exprimé en heures de temps partiel. Je ne suis pas mandataire social, donc c'est un vrai temps partiel. J'ai le droit de toucher une retraite progressive. Parce que je suis à temps partiel, je peux toucher une partie de mes retraites en complément de mon temps partiel. Donc, très souvent, vous avez des profils où ça ne s'adapte pas, parce que vous êtes mandataire social si vous êtes salarié, parce que vous êtes cadre à temps partiel en général, ce sont des forfaits jours, donc ça, c'est pas accepté. Mais ça peut concerner ceux qui ont des fins de carrière difficiles, qui se mettent en portage salarial, qui vont continuer avec des jobs de consultants, en gardant le statut de salarié et en se mettant en portage salarial. Très souvent, en portage salarial, on a un revenu insuffisant pour se payer un temps plein. Donc, le bulletin de paye organisé par la société de portage est un bulletin de paye à temps partiel. Et très souvent, on peut compléter ce temps partiel, ce revenu du temps partiel par le portage, par la retraite progressive. Donc, c'est en général, sur le profil de population que je trouve dans des écoles comme la vôtre, c'est ce genre de choses, c'est là qu'on peut utiliser la retraite progressive. Sinon, c'est beaucoup utilisé dans les PME pour le tutorat, etc. C'est là qu'on garde les anciens et on les fait travailler à temps partiel en retraite progressive. Les groupes aujourd'hui ne cherchent pas à pousser les gens en dehors avec du temps partiel en forfait heure. Ils ne cherchent pas. Dans les groupes, non. Là où on trouve la retraite progressive, c'est dans les PME. C'est eux qui ont plébiscité, ça existe depuis 2004. Ils ont mis énormément de temps dans les gros groupes à comprendre l'intérêt du dispositif. Et c'est dans les PME qu'ils ont demandé qu'on le garde. Au départ, ça a été testé, et c'est les PME qui ont dit on le garde parce que pour nous, c'est intéressant. Alors, les grands groupes ne vont pas y venir. Pour l'instant, pas vraiment. Non. Et en tout cas, pour les cadres, le forfait jour fait que ça c'est pas retenu. C'est possible aussi pour les indépendants. Les indépendants ont droit à la retraite progressive à partir du moment où ils font la preuve d'une baisse de leurs revenus. On compare les revenus de la dernière année aux revenus des 5 années précédentes, la moyenne des 5 années précédentes. Et s'il y a baisse de revenus, il y a potentiellement droit à la retraite progressive si on cotise au RSI. Le dispositif dont vous avez certainement entendu parler, qui est certainement le plus intéressant, c'est le cumul emploi-retraite libéralisé. C'est la possibilité de toucher ses retraites et ses revenus d'activité professionnelle à partir du moment où on satisfait à certaines conditions. Donc on touche ses retraites en cumul emploi-retraite libéralisé, c'est-à-dire sans limitation de ressources et sans délai de carence, à partir du moment où on a droit à une retraite au taux plein et où on a liquidé toutes ses retraites françaises et étrangères. Donc vous avez droit au taux plein, vous liquidez toutes vos retraites et vous pouvez reprendre votre activité ou poursuivre votre activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Et là, vous cumulez retraite et revenus. Alors attention, si vous avez une activité d'indépendant cotisant au RSI, vous allez avoir des revenus, vous allez cotiser sur ces revenus, et on va cotiser sur les revenus plus les dividendes. Mais dans le cadre du cumul emploi-retraite, ces cotisations sont non productives de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois toucher ses revenus et ses retraites et continuer à améliorer ses retraites. D'accord ? Donc ça veut dire que très souvent, quand on fait du cumul emploi-retraite, on liquide ses retraites et on poursuit son activité dans le cadre, par exemple, d'une SAS ou d'une SASU, parce que là, on peut, étant assimilé salarié, ne pas se verser de rémunération et se rémunérer uniquement par le biais de dividendes. Et comme quand on est en SAS ou en SASU, il n'y a pas de cotisation sur les dividendes, on ne se retrouve pas à verser des cotisations à fond perdu. D'accord ? C'est ce qui est choisi le plus souvent comme solution. Est-ce que ce régime de... Cumul emploi-retraite ? Non, de SASU ? Cas particulier, ce régime d'exclusion de cotisation sociale sur les dividendes, est-ce que c'est un régime pérenne ? Écoutez, c'est remis en cause de façon régulière. On en a reparlé récemment puisque on a dit qu'il fallait l'adapter aussi aux assimilés salariés, donc aux présidents de SAS ou de SASU. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'il faudrait le faire. Ça fait 5 ans qu'on ne le fait pas. Donc si on veut, ce qui est ma question à mon projet, mettre en place une SASU au 15 avril, après avoir pris une retraite à taux plein, je peux encore bénéficier de ce... Ah oui, ça pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Je confirme.
Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que la réglementation va rester comme ça? On n'a pas de boule de cristal, hein, mais bon, voilà. Et dans la gestion de cette configuration avec les caisses de retraite, les textes, non, les textes ne sont pas limpides. Mais vous dites c'est simple, c'est sans limitation de ressources, sans délai de carence, c'est-à-dire qu'on peut le faire tout de suite dès le premier jour de la retraite. Donc dans la pratique, ça se passe sans problème ou c'est... Oui, alors en fait, quand on est mandataire social, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut bien qu'on ait, pour liquider sa retraite, il faut bien qu'on ait un arrêté de compte. D'accord? Donc en fait, il faut qu'il y ait une cessation d'activité. Donc quand vous êtes salarié et que vous avez un contrat de travail, la cessation d'activité, c'est j'arrête mon activité et donc l'employeur vous fait une attestation. Quand vous êtes mandataire social, c'est un PV d'assemblée générale ou un PV du conseil d'administration qui reconnaît que vous avez fait valoir vos droits à la retraite et que vous poursuivez dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Comment on est tenu d'informer les caisses de retraite? Oui, il vous demande de remplir un document en disant ce que vous allez faire après, si vous avez l'intention de poursuivre une activité professionnelle. Donc il n'y a aucun problème. Vous dites que vous la poursuivez, vous dites dans quel cadre, donc vous dites, bon, je vais créer ma société, ce sera une ESA, donc ils savent que vous cotiserez auprès des régimes de salariés, ce sera une SARL, ils savent que vous cotiserez soit au RSI, soit à la CIPAV, et donc il y a un questionnaire qui est posé au moment où on liquide sa retraite sur ce qu'on va faire après. Et si on ne dit pas cela, mais qu'un mois après on veut le faire, on a le droit de le faire ou pas? Oui, mais de toute manière, si vous voulez, à un moment, vous allez soit cotiser, soit pas cotiser. D'accord? Et de toute façon, si vous êtes en SAS, vous n'allez pas cotiser parce que vous n'allez pas vous verser de rémunération. D'accord? Donc, bon, ben voilà, la caisse ne verra pas arriver les cotisations. Si vous vous versez une rémunération, vous paierez des cotisations sur cette rémunération. Si vous êtes en SARL, ben c'est pareil, soit vous versez des rémunérations. Alors il y a des minorations il y a des cotisations forfaitaires au RSI, hein, donc qui ne sont pas très élevées de toute façon. Mais, quand on est en SASU, donc on ne cotise pas si on se rémunère sur les dividendes. Exactement. Parce que les dividendes ne font pas partie de l'assiette des cotisations sociales, c'est simplement ça, alors qu'au RSI, en ASARL, elles font partie de l'assiette. Ils font partie de l'assiette. Mais j'ai un peu la même question que mon voisin, là, parce que le questionnaire, il y a un vague questionnaire au moment de la demande de la retraite, mais on se retrouve dans une situation où on termine toute activité, on tourne la page et on prend sa retraite à une date donnée. Et là, on décide, après avoir pris sa retraite, de créer une SASU, de monter une société. Donc à quel moment, sous quelle forme ça se fait? Il faut le déclarer dès la mise en place de la société, dans le mois qui suit, au moment où on touche. Vous le déclarez au moment où vous le faites. Et à ce moment-là, quand vous créez la société, elle va définir, associée au statut de la société, vont se définir les caisses auprès desquelles vous allez cotiser. Mais si on ne cotise pas, on n'a pas à le déclarer. Ou pas. Techniquement. Oui, mais ils vous envoient quand même si vous ne vous versez pas de rémunération, donc vous ne cotisez pas, ils vont quand même vous envoyer les formulaires d'inscription, parce que c'est organisé comme ça, si vous voulez. Hein. Vous créez une société, on sait que normalement, avec tel statut, vous allez cotiser auprès de telle ou telle caisse. Parce qu'il n'y a pas que la vieillesse, il y a aussi la maladie, vous allez quand même avoir besoin d'une couverture maladie, etc. D'accord? Donc vous allez de toute manière le déclarer. Mais bon, c'est comme ça, ça marche. Si vous voulez, on a suffisamment de clients pour qu'ils le font, pour qu'on sache que pour l'instant ça marche. Vous garantir que ce sera encore comme ça dans 2 ans, non, je ne peux pas le faire. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème, ça c'est entériné, les caisses le savent, les présidents de caisse protestent, mais c'est comme ça. Ok, donc là, juste pour rappeler, quelles sont vos options? Partir le plus tôt possible dans le cadre de la carrière longue, prendre une retraite progressive, donc vous êtes en temps partiel, vous avez une retraite qui va compléter le temps partiel, et là, ça peut se faire dès 60 ans, d'accord? Mais vous continuez à cotiser, comme vous continuez à cotiser, vous améliorez vos retraites, donc en fait, il y a en quelque sorte une double liquidation des retraites, une première au moment du départ de la retraite progressive, et une deuxième quand vous arrêtez définitivement, et là on recalcule les retraites et elles sont améliorées. Vous avez la possibilité de partir dès que vous avez le taux plein, donc si vous partez dès que vous avez le taux plein, à partir de 2019, il y a cette histoire de malus qui risque de se mettre en place pendant au maximum 3 ans. Si
si vous partez, si vous décidez de poursuivre votre activité, vous avez le choix entre deux solutions. Ne pas cumuler retraite et revenus, donc là, vous cotisez, vous améliorez vos retraites, d'accord? Ou bien cumuler retraite et revenus, donc vous touchez vos retraites, éventuellement avec le malus, vous continuez à toucher vos revenus au même niveau qu'avant, ou si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être décidé de moins charger la barque et de baisser un peu votre salaire puisque c'est complété par votre retraite. Ça, chacun fait ce qu'il veut en fait. Hein. Et donc, vous touchez retraite et revenus, mais sur vos revenus, vous continuez à cotiser, ou pas si vous êtes en SASU. Et donc là, si vous continuez à cotiser, de toute manière, c'est sans bénéfice supplémentaire sur vos retraites, puisque vous ne pouvez pas améliorer vos retraites en faisant du cumul emploi-retraite. C'est clair? Autre point en matière d'optimisation, c'est le rachat de trimestre. Pour avoir droit à faire du cumul emploi-retraite, il faut avoir droit au taux plein. Pour avoir droit au taux plein, si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous pouvez éventuellement en racheter. Si après avoir fait le compte du service militaire, des enfants, des années à l'étranger, etc., vous avez encore un trou et que vous n'avez pas tous les trimestres qui vous permettent d'avoir le taux plein, vous pouvez racheter les trimestres. N'oubliez pas, donc, il y a plusieurs outils de rachat, en fait, mais celui dont on parle le plus souvent, c'est le versement pour la retraite. C'est un rachat qui existe depuis la mise en place de la loi Fillon en 2003. Donc là, vous pouvez racheter 12 trimestres au maximum au titre des années d'études ou des années incomplètes. D'accord ? Ça vous permet d'avoir le taux plein, éventuellement. Donc ce sont des trimestres qui vont être... Il y a deux options. Il y a une option 1, où vous rachetez pour le taux, et une option 2, où vous rachetez pour le taux et pour la durée. En option 1, le trimestre, en gros, pour quelqu'un qui approche des 60 ans, c'est 4 200 €. En option 2, on est plutôt à 6 000 et quelques. On rachète pour le taux de liquidation de la retraite, et pour la durée, on améliore la durée de cotisation, mais uniquement au régime général. Donc ça ne rapporte pas grand-chose. Donc d'emblée, sans vous faire de démonstration, je vous dis, si vous posez la question du rachat, choisissez l'option 1. Si vous vraiment voulez être convaincu, venez nous voir, on vous expliquera pourquoi il ne faut pas choisir l'option 2. Ensuite, n'oubliez pas quand même que si vous rachetez des trimestres, ça vous permet d'avoir le taux plein, mais que le taux plein, ça va éventuellement vous donner un malus pendant 3 ans. Suivant le niveau de vos retraites, ça vaut peut-être la peine de racheter tous les trimestres dont vous avez besoin, moins 1. Vous allez vous retrouver avec une minoration définitive de vos retraites. Du coup, vous n'aurez pas le malus pendant 3 ans. Donc, ça se mesure. Dans certains cas, vous aurez racheté un trimestre de moins. Il n'y a pas ce malus de 3 ans, c'est que parce que vous liquidez au taux plein. Si vous liquidez pas, qu'il vous manque un trimestre, vous n'avez pas le malus, puisque vous avez déjà un malus définitif. Oui, un malus définitif, mais oui, c'est quand même sûr. Donc voilà. Il faut bien avoir une déclaration de malus. Dans certains cas, mais ça dépend du niveau de retraite en fait. Dans certains cas, il vaut mieux, parce que si vous rachetez les trimestres, donc déjà vous versez 4 000 € supplémentaires pour avoir ce trimestre de plus pour le taux plein. Si vous en rachetez un de moins, voilà. Donc la décision de rachat, c'est une décision qu'on mesure, d'accord ? C'est une décision qu'on mesure, d'autant plus qu'il y a cette histoire de malus, et c'est aussi, ça dépend vraiment de votre niveau de retraite, c'est-à-dire que c'est intéressant de racheter des retraites, des trimestres, parce que ça améliore certes la retraite de régime de base, mais surtout la retraite des régimes complémentaires. Et c'est là que ça a de l'impact, donc c'est là que c'est intéressant. Attention par contre, donc il y en a beaucoup qui rachètent des trimestres parce que c'est déductible fiscalement. Cette année, avec ce qui va se passer avec le prélèvement à la source, 2017 pourrait être une année blanche en termes d'impôts. Donc, est-ce qu'il est intéressant de racheter les trimestres en 2017? La question reste posée. Pour l'instant, il n'est pas complètement certain que les trimestres achetés en 2017 soient déductibles. Mais ils sont peut-être, ce rachat est peut-être intéressant en soi avant de regarder la déductibilité fiscale. Plus on rachète tôt les trimestres, c'est moins cher. Et moins c'est cher. Alors, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que... si vous voulez, le problème d'un trimestre, c'est que vous savez ce que vous payez. Le plus vous êtes proche de l'âge de la retraite, le plus vous savez ce que vous achetez. Exactement. Si vous rachetez aujourd'hui et que l'âge de la retraite recule, par définition, vous allez cotiser plus longtemps. Comme vous allez cotiser plus longtemps, vous aurez plus de trimestres. Même si aujourd'hui, vous en avez potentiellement qui manquent, vous ne pourrez pas vous arrêter à 62 ans, mais vous vous arrêterez à 63, donc vous aurez 4 trimestres de plus. Vous arrêterez à 65, vous en aurez 12 de plus. Donc, racheter à votre âge, on peut en parler, mais moi, ce n'est pas mon conseil. D'accord? Parce que vraiment, vous savez ce que vous achetez, vous ne savez pas, vous savez ce que vous payez, vous ne savez pas ce que vous achetez. Sauf s'il y en a beaucoup de trop.
Sauf si vous avez beaucoup de trous, effectivement. Mais bon. Parce que 12 trimestres, ça fait 3 Ouais. ans. Et moi, j'ai plus que 3 ans de trous. Voilà. Il y a un autre aspect aussi, c'est si on a un peu d'argent de côté, et si on se dit on va prendre la retraite dans longtemps, avec ce qui se passe actuellement, l'endettement des États, la création monétaire, on peut se dire d'ici à ce que je prenne ma retraite, il va forcément y avoir une période d'inflation assez forte. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre cet argent là-dedans, puisque d'ici à la retraite, elle risque de plus rien valoir? Moi, je sais Je pas. sais Personnellement, pas, c'est une j'ai question pas ouverte, de boule de cristal. Et la chose qui est certaine, c'est que je pense que les systèmes de retraite pourraient encore changer. Donc pour l'instant, entre ce que veut Macron sur les retraites, ce que veut Fillon, on a quand même des grosses différences. Donc est-ce que l'effet de levier que vous avez aujourd'hui, vous rachetez des trimestres, vous versez l'argent au régime de base, d'accord? L'effet de levier, il est sur les régimes complémentaires qui ne touchent pas un sou. Qu'est-ce qui prouve que les régimes complémentaires vont continuer à s'aligner sur le régime de base en disant, ben voilà, il a le taux plein dans le régime de base, je lui donne le taux plein dans le régime complémentaire. C'est... Oui, alors justement... Donc moi je sais pas, je suis peut-être, c'est pas dans mon intérêt de vous dire ça, parce que mon intérêt c'est de vous dire, venez chez nous, on va regarder si c'est intéressant, et ça va se prouver que c'est intéressant. Mais néanmoins, vous prenez un pari, à votre âge, vous prenez un pari. Qui n'est pas celui que je ferai prendre à mes clients. Donc moi, je suis toujours un peu prudente, et donc je dis, attendez, on conseille en fait, alors certes, ça coûte plus cher, mais on dit, achetez les trimestres quand vous savez où vous en êtes, et quand vous savez que vous voulez partir à telle date, que c'est votre projet, et voilà. Quoi qu'il en soit, en appliquant la réglementation actuelle du départ à la retraite, je suppose qu'on va partir à 63 ans par exemple, et on dit, pour avoir le taux plein à 63 ans, il faut que je rachète 10 trimestres pendant un niveau. Si la réglementation change, pour moins un taux plein à 64 ans, on peut demander le remboursement des 4 trimestres complémentaires. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ce que j'ai fait, oui. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Mais... C'est 60 ans, mon exemple c'est 60 ans. Voilà, Et pourquoi ça ne serait pas le cas, puisque c'est une modification de la réglementation. Oui, mais bon... Bon, effectivement, après l'hypothèse c'est que les complémentaires suivent. Voilà. Pour l'instant ça marche. Pour l'instant, ça marche, tout à fait. Ça n'empêche Et pas pour que- l'instant, non seulement ça marche, mais en plus, ça a été conformé. Parce qu'il y a 2 ans, je vous faisais la même présentation en vous disant, attention, si vous êtes né après 56, méfiez-vous, parce qu'on ne sait pas si l'accord AGFF qui fait que les complémentaires s'alignent sera maintenu après 2018. Là, il a été pérennisé par le dernier accord. L'accord où on a eu le bonus-malus... Jusqu'à 2000... Non, non, il a été pérennisé. Donc maintenant, c'est certain. Ah bon, à vie, enfin, Ah oui. jusqu'à une modification éventuelle. Voilà. Mais pour l'instant, l'accord AGFF, il a été intégré dans les derniers accords. Donc, vous rachetez des trimestres, l'effet de levier est bon, même si vous partez à la retraite après 2018. Et à la limite, on a intérêt à pas les racheter et à partir au chômage. Ça, Connaissance de pouvoir. si vous avez un employeur qui peut vous aider là-dessus, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. La connaissance de pouvoir. On fait une grosse connerie, on se virait et puis c'est bon. Rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est merveilleux. boulevard, là. Tant qu'elle existe, profitez-en. Les grands groupes le jouent ou pas? Bien sûr. On va les rencontrer. Bien sûr. Même leur demander de vous faire une étude ça. Pour le coup, c'est vraiment, moi c'est un truc qui me sidère, c'est de voir le nombre de personnes qui nous sont envoyées par les RH pour ça. Mais Le reste, ils s'en les moquent, hein. majorations, il n'y a plus les pénalités, à l'époque ça s'appelait de la merde, je crois, ça n'existe plus ça. Quand on met que les gens... Mais la rupture conventionnelle... À 55 ans et plus, il y a Oui, une mais- pénalité très forte. Oui, mais là, à 55 ans, là c'est plutôt 59 ans pour qu'on fasse jouer le chômage jusqu'au taux plein. Parce qu'avant, on se retrouve... il faut faire le lien, il faut finir la période d'indemnisation chômage à 62 ans. Donc à ce moment-là, on constate que vous n'avez pas le droit au taux plein et vous êtes porté jusqu'au taux plein. Jusqu'éventuellement 67 ans. Ça peut être remis en cause par Ben ça peut être remis en cause par la Convention chômage, mais jusqu'à présent, la Convention chômage, quand elle a remis en cause des choses, elle ne remettait pas en cause les choses qui étaient... si vous concluez votre rupture dans le cadre de la Convention actuelle, c'est pas remis en cause. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc,
Autre question. Oui. Oui. Sur les perfs, est-ce que ça rentre dans vos conseils? Est-ce que vous avez des choses à dire? Oui, bah, en fait, moi, la seule chose... Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que... Le PER, c'est comme toute retraite par capitalisation. Il vaut mieux commencer jeune que s'y prendre au dernier moment. Parce que de toute manière, c'est un phénomène accumulatif. C'est le contraire des rachats de trimestres. Sur les PER. C'est le contraire un peu des rachats des trimestres. Voilà, tout à fait. Donc là, il vaut mieux démarrer assez tôt. Donc vous vous mettez en place, c'est une CAPI qui se met en place, mais ce sont des sorties en rente. Donc voilà, avec des options, et je trouve les taux de conversion en rente sont quand même parfois un peu assez bas. Hein. Vous allez être étonné. Donc vous allez peut-être vous dire, il vaut mieux que je fasse de l'immobilier que du PERP, parce que c'est parfois... Mais le PERP est déductible fiscalement, donc vous êtes aidé par l'État à faire du PERP. L'immobilier, il y en a quelques-uns qui sont déductibles fiscalement, mais pas tous. Mais sinon... Avec l'année blanche, il peut y avoir un problème pour la déductibilité du PERP comme du rachat, oui. Tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, il y a des tas de demandes qui ont été faites. Alors le PERP est très bien défendu par les assureurs. Donc qui essaient de faire en sorte que le PERP reste déductible malgré l'année blanche. Donc il faudrait qu'ils arrivent à l'inclure dans des revenus non exceptionnels, enfin dans des choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Moi, je suis dans une association de PERP, je suis trésorière de l'association de PERP, donc on attend avec intérêt ce qui va se passer, mais les assureurs négocient fortement. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à finir de me présenter. Donc vous avez compris que notre seul métier, en fait, c'est vraiment les retraites et les retraites des régimes obligatoires. On liquide évidemment des retraites par capitalisation, c'est-à-dire que très souvent quand vous travaillez dans des gros groupes, vous avez cotisé à des articles 83, donc vous avez aussi une retraite par capitalisation qui a été mise en place par votre employeur. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde bien évidemment. Donc nous, notre objectif, c'est de vous informer sur les droits que vous avez acquis, éventuellement de les corriger, de vous informer, de vous faire comprendre ce que la réglementation, quand elle change, peut avoir comme impact dans votre situation, et de vous fournir un conseil qui est personnalisé. On vous donne le conseil qui correspond à votre projet de vie. Si votre projet de vie, c'est de partir le plus tôt possible, on va voir ce qu'il faut faire pour que vous partiez le plus tôt possible avec la meilleure retraite. Si votre idée, c'est de continuer à travailler le plus longtemps possible, pour X ou Y raison, voilà. On a donc des profils extrêmement différents en termes de métier. Et donc, outre le conseil, on fait les démarches. C'est-à-dire que c'est nous qui nous adressons aux caisses pour vous. Et quand il y a des régularisations à faire, il y a des fois où c'est pas mal que ce soit quelqu'un qui sache parler aux caisses et qui sache ce qu'il faut attendre et qui puisse discuter pour le faire. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez bénéficier du dispositif optimal en fonction de votre situation personnelle et de votre projet personnel. Et c'est un certain confort et une sécurité certaine. Voilà, donc en termes de présentation, juste pour terminer, donc moi je suis Pascal Gauthier, donc là vous avez mon numéro de téléphone, le numéro du standard et mon mail, et éventuellement on a donc effectivement aussi un service commercial, donc il y a des personnes, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on reçoit forcément nos clients, soit par téléphone, soit en rendez-vous physique. Donc pour un premier entretien qui est sans engagement et qui a comme seul objectif de comprendre ce qu'est votre problématique, quelle est votre carrière passée, quels sont éventuellement les soucis qu'on va avoir en matière de reconstitution, quelles sont vos questions, qu'est-ce qu'on doit avoir comme travail à faire pour pouvoir fournir la réponse qui sera claire pour vous. À partir de ce moment-là, on sait ce qu'on aura à peu près comme temps de travail à passer et on peut vous dire, voilà, la mission qu'on vous propose, c'est celle-là et elle a tel coût. Donc cette personne vous reçoit et organise les choses comme ça. Donc ça peut être aussi un rendez-vous téléphonique. On a 30% de nos clients qui sont en expatriation. On ne verra jamais en fait, physiquement, et on fait tout par téléphone. On les verra peut-être, on se rend dans les pays étrangers, on tourne pas mal dans les pays étrangers aussi. Et après, le dossier est remis au responsable des études qui l'attribue à on a 13 gestionnaires qui vont s'occuper de ces dossiers. Et donc on a des dossiers de bilan de retraite ou bien de liquidation de retraite. Donc le bilan de retraite, c'est l'étude. On regarde ce que vous voulez faire, quelles sont les meilleures choses à faire dans votre projet. La liquidation de retraite, c'est le moment venu, vous voulez faire les démarches, donc on vous accompagne sur les démarches et on fait les démarches pour vous. Quelquefois, il y a quelqu'un qui vient nous voir pour faire un bilan retraite parce qu'il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter de travailler.
puis il découvre que le cumul, finalement, pour lui, c'est possible, parce que s'il rachète des trimestres, il va pouvoir faire du cumul, que finalement, s'il passe en SAS, ben, ça peut être intéressant, et il termine, il fait un bilan retraite, et dans la foulée, il fait une liquidation. Ça dépend vraiment des situations. Et est-ce que vous faites des missions post-liquidation sur des problématiques de cumul emploi-retraite, par exemple, sur des problématiques de réversion? Alors, on en fait bien évidemment sur les réversions. On fait des missions post-liquidation très souvent sur des reconstitutions, c'est-à-dire que des gens, alors il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des gens qui avaient déjà liquidé leur retraite, qui quand je leur ai dit certaines choses du genre vous avez des points pendant le chômage ou bien alors, etc., se sont dit tiens, ils ont regardé leur relevé un peu plus attentivement et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été bien enregistrées. Je ne dis pas que les caisses font mal leur boulot. Très souvent, quand il y a des problèmes d'enregistrement, ce n'est pas le problème de la caisse, c'est le problème de l'employeur. C'est-à-dire que quand l'informatique s'est mise en place, il y a eu parfois des erreurs dans les informations transmises. Et donc, il y a des gens qui se disent finalement, je ne suis pas complètement sûr que ce que j'ai eu, c'est ce pourquoi j'ai cotisé. Donc on a des missions post-liquidation comme ça. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas nous qui avons fait la liquidation, hein, c'est la personne qui s'en est occupée toute seule. Des personnes qui sont venues nous voir pour des missions post-liquidation mise en place d'une SAS, en général non, parce qu'on l'a décidé. En fait, quand on le fait, c'est qu'on le fait avant la liquidation avec le client, en fait. Hein. Donc, mais bon, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des coefficients de conversion des anciens sites Agir Carrefour en Agir Carrefour, en point Agir Carrefour? Sur le net, on en trouve quelques-uns, mais pas tous. Enfin, je ne sais pas tous. Alors, où est-ce que... La conversion en elle-même a rarement posé de problèmes. D'accord ? Donc vous posez des questions parce que vous aviez des relevés de points et vous aviez un certain nombre de points, et que ce que vous avez maintenant sur votre relevé, ça ne correspond à rien. Par contre, vous embêtez à essayer de vérifier ça, c'est pas là qu'il y a eu des erreurs. S'il y a eu des erreurs, regardez votre relevé. Et si vous voyez des années où vous avez une baisse du nombre de points qui vous paraît anormale, donc la baisse du nombre de points, c'est toujours à la marge, d'accord ? C'est toujours en agir qu'on la voit. Hein. Ou une année qui manque, c'est là qu'il faut se poser des questions, d'accord ? C'est pas vraiment, et là c'est le bulletin de paye qui fait la preuve du fait que vous avez versé votre cotisation, et donc le bulletin de paye est la chose à garder jusqu'à ce que vous ayez liquidé vos retraites. Vous pouvez les brûler après si vous voulez, d'accord ? Si vous êtes certain que vos retraites ont été bien calculées. Mais gardez-les tant que vous n'avez pas liquidé vos retraites, parce que ça c'est vraiment la preuve ultime que vous avez versé vos cotisations. Parce que le précompte salarial a été prélevé sur votre bourse. Donc vous avez versé vos cotisations. Si derrière l'employeur a fait une erreur ou a fait faillite et n'a pas versé les cotisations auprès de la caisse, vous, le précompte, le bulletin de salaire vous protège. D'accord ? Et vous ne nous avez pas donné un ordre d'idée sur le bilan en retraite. Merci de poser la question. Je me demande toujours s'il faut le dire spontanément ou pas. En fait, le bilan retraite, on est actuellement, hein, notre prix moyen l'année dernière, c'était 2 700 € hors taxe pour un bilan retraite. La liquidation de retraite, si elle intervient après qu'on ait fait le bilan retraite, on doit être dans les mêmes ordres de grandeur, parce qu'en général, on n'intervient pas la même année, on est plutôt 1 ou 2 ans après. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Une liquidation de retraite pour quelqu'un qui n'est jamais venu nous voir avant, il vient juste pour les démarches de liquidation, on est plutôt à 3 800 € hors taxe toujours. Ça représente, en fait, alors j'ai toujours du mal à expliquer pourquoi la liquidation de retraite, qui est juste une chose administrative, est plus chère, mais c'est parce que le bilan retraite, on peut en automatiser une partie. Sur la liquidation de retraite, c'est de la relance téléphonique. C'est rappeler la caisse et lui demander pourquoi notre dossier qui avant était sur le dessus du panier est passé dessous, donc maintenant il faut essayer de le remettre dessus. Expliquer à madame Intel que oui, il nous faut absolument fournir un employeur qui n'avait pas donné tous les bulletins de paye, etc. On a absolument besoin du bulletin de paye de monsieur pour pouvoir prouver à la caisse qu'on a versé les cotisations, etc. Donc c'est du travail administratif qui est forcément non automatisable et qui prend du temps. Mais aujourd'hui, vous conseilleriez de s'adresser à vous pour des liquidations de retraite? Ah oui, aujourd'hui encore, même si on vous parle de liquidation de retraite en ligne, etc., en ligne, c'est remplir un formulaire. Mais après, derrière, il faut vérifier les notifications, vérifier les calculs. Là, bon, alors, ça ne s'applique pas aux salariés cette année, mais cette année, la caisse de retraite des médecins a changé ses calculs.
ils changent leur calcul, les premières notifications qu'on reçoit sont fausses. Donc après, il faut téléphoner à la gestionnaire, lui expliquer, donc elle n'a pas bien compris comment il fallait faire le truc, le système informatique n'est pas mis en place, etc. Donc il y a toujours à un moment un calcul à faire, et ce n'est pas le gestionnaire de la caisse qui va se sentir à l'aise pour vous expliquer pourquoi vous avez tel montant sur votre notification. Alors, à titre d'exemple, moi j'ai mon année blanche là, en Côte d'Ivoire, puis j'ai eu un autre trou dans les... Ils ont été comptés l'année d'avant, je suis resté dans la même société, l'année N a été comptée, N+1 n'a pas été compté, N+2 j'étais toujours dans la même société et elle a été comptée. Donc j'ai adressé par mail pour lui dire j'aimerais bien que... Il m'a fallu probablement 15 jours pour qu'il me dise j'ai bien enregistré votre demande, et maintenant, à chaque fois que j'y vais, tous les 15 jours, ils me disent il sera traité dans un délai compris entre 5 mois et 12 jours et 6 mois. Mais il ne diminue pas, donc en gros il pousse le... Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes dans les générations qui sont quand même nombreux à se présenter pour demander leur retraite, pour demander des rectifications, qu'à partir du moment où vous êtes né après 1955, vous n'êtes pas dans les dossiers urgents parce que vous ne prenez pas votre retraite cette année. Et nous, typiquement, dans certains cas, pour arriver à faire certaines régularisations, on en passe par des astuces qui sont de demander un rachat de trimestre. Par exemple, quand on veut faire reconnaître des trimestres, la caisse n'a pas le droit de vous vendre des trimestres si vous les avez potentiellement. Donc quand vous voyez que votre carrière est incomplète, vous demandez un rachat, donc la caisse est obligée de régulariser tous les trimestres, et là, ça fait accélérer le système de rachat. Oui, ça c'est parce que c'est notre métier, si vous voulez, mais bon, sans kikiner, à aller démarrer un dossier de rachat quand on n'a pas besoin de faire de rachat, c'est bon, c'est comme ça. Alors il se trouve que nous, on connaît bien le service rachat parce qu'on finit par connaître quand même nos interlocuteurs dans les caisses, qu'on envoie les chocolats au bon moment à la fin de l'année, etc. Donc on fait passer les dossiers de rachat et on y arrive plus facilement. Mais pour un particulier, le problème, c'est ça, c'est que vous allez vivre une fois, quelque chose qui vous servira une fois, ça va vous prendre du temps. Donc est-ce que ce temps-là, vous avez besoin de le passer à ça, vous avez intérêt à le passer à ça, c'est pas complètement certain. Et pour démarrer un bilan de retraite sans se déplacer, il vous faut quoi comme élément? Le relevé. Le relevé. Le relevé que vous avez reçu. Et après, on a une lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, il y a une... Alors, c'est un rendez-vous téléphonique, éventuellement. Pendant ce rendez-vous téléphonique, là, juste avant de venir, j'en avais un avec une dame qui était au Canada. Ce que j'ai besoin de connaître, c'est la carrière. Donc, en fait, en gros, je vous fais... décrire votre carrière. J'ai besoin de connaître votre numéro de sécurité sociale, savoir combien vous avez d'enfants, des choses comme ça. Et ça se fait en ligne très facilement. On vous envoie une lettre de mission qui dit « Voilà ce qu'on va faire, voilà votre carrière, dites-nous si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous signez, etc. » On vous a précisé le prix au téléphone, on l'a confirmé par écrit. Et on démarre l'étude comme ça. Mais le départ, on a besoin, pour avoir ce premier entretien, d'avoir un relevé. Parce qu'au moins, on parle sur des choses concrètes, on sait qui vous êtes, et nous, on va peut-être repérer des choses que vous n'avez pas nécessairement repérées. Par exemple, ceux qui ont travaillé dans des banques, très souvent, ils se posent la question, mais ils se disent c'est peut-être normal, et ils voient tout un bloc de points qui arrive, parce qu'eux, ils ont travaillé avant 93 dans les banques, et dans le régime bancaire, il y avait un régime bancaire différent avant 93. Bon, ils voient arriver ces blocs de points, ils ne savent pas les vérifier. Nous, on a quand même quelque part un sens des chiffres, et on sait ce qu'on attend comme ordre de grandeur. Donc, on voit quand il y a des erreurs de ce genre-là que vous ne voyez pas nécessairement. Pour revenir sur les activités indépendantes, quelle structure juridique il faut donc considérer pour démarrer une activité de prestation intellectuelle? Et aller plutôt du côté des cotisations CIVAM plutôt que... Eh bien, ça dépend de vous. Vous démarreriez cette activité en ayant déjà pris votre retraite ou pas? Non, mais sans me verser une rémunération. Je suis en congé de reclassement. Donc vous êtes en congé de reclassement. Oui. En juillet 2018. D'accord. Et après, en 2018, vous serez proche de l'âge de la retraite? J'aurais dépassé mes 165 trimestres. D'accord. Donc, démarrer, là, vous avez aucun intérêt à démarrer. Vous êtes en congé de reclassement, donc vous continuez à accumuler des points dans le régime général, Arco-Agir, qui est des trimestres dans le régime général.
vous n'avez pas intérêt à vous mettre à cotiser à la CIPA, vous avez la possibilité de ne pas vous verser de rémunération, donc partez sur une SASU, effectivement. Vous me dites que quand vous serez à la fin du congé de reclassement, vous pourrez prendre votre retraite. Et vous pourrez continuer en étant dans le cumul emploi-retraite sans vous verser de rémunération. Oui. Donc dans l'état actuel de la réglementation, c'est vraiment, à mon avis, de votre intérêt. Et dans mon cas, moi, j'aurai encore un certain nombre d'années à Bah, travailler. vous, par contre, je regarderai la CIPAV sérieusement. J'en ai ouais. Parce que donc ça veut dire que je prends une URL. Oui. Je pars sur une URL et avec une URL, on peut aussi pour un certain temps ne pas se payer, ne pas se verser de. Oui, dans les deux cas, on peut... Mais vous n'êtes pas obligé de monter. Alors, est-ce que vous voulez la monter tout de suite ou attendre la fin? Parce que actuellement, vous êtes indemnisé par le chômage. J'ai indemnisé par le chômage. Jusqu'à quand? J'en ai encore pour quasiment 3 ans. Mais parallèlement à ça, là, je suis en train de voir pour avoir des missions en tant que freelance. Alors, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est regarder le portage peut-être salarié. Vous pouvez soit vous mettre en CIPAV, vous versez une rémunération, mais donc du coup, ça va réduire votre indemnisation, puisqu'en fait, une partie de votre rémunération CIPAV va être prise en compte pour regarder et va être déduite de votre droit à indemnisation chômage. Mais si votre droit à indemnisation chômage est réduit, la durée d'indemnisation est plus longue. D'accord? Donc, si toutes les missions en freelance ne se renouvellent pas, ça vous permet de faire durer l'indemnisation. C'est un système un peu gagnant-gagnant entre vous et le Pôle emploi. Oui, parce que ce que je vais cotiser, je dirais en CIPAV, sera de toute façon au moins aussi intéressant que ce que je peux cotiser en interne. Ah oui. Et si après vous poursuivez, une fois que vous n'êtes plus couvert par le chômage et vous poursuivez en ayant cette activité, il vaut mieux à mon avis être en CIPAV en ayant des cotisations qui sont moins élevées que... Bon, moi je suis en CIPAV, je suis associée de cette société, mais en même temps je suis prestataire de services pour la société Nouvelle Vie et je me suis installée en URL en CIPAV. Parce que j'ai regardé les cotisations et c'était un bien meilleur rendement. Par contre, en URL, on est obligé de verser, je veux dire, dès que je vais gagner de l'argent, je serai obligée de me le reverser en salaire, ou alors je peux le laisser Non, vous pouvez le laisser. Vous pouvez choisir de vous... vous pouvez choisir de vous verser zéro rémunération, et si vous versez zéro dividende, il n'y aura pas de cotisation. Je pense qu'il doit y avoir des cotisations minimales quand même. Mais donc... il faut quand même le mesurer par rapport à ce que ça va donner sur l'indemnisation de chômage. Parce que vous avez intérêt à valoriser au mieux votre indemnisation de chômage, puisqu'elle vous donne quand même des points qui sont en fonction de votre ancien salaire. Donc ça, c'est pas... il faut l'exploiter au mieux. Ok. Je reviens sur la question sur la bonne, le bon cadre pour une activité de prestation intellectuelle. Alors là, une fois qu'on a pris sa retraite, en retraite à taux plein, donc la SASU et la oui, parce que vous allez, c'est encore le régime dans lequel vous avez la possibilité de ne pas vous verser de dividendes, de ne pas vous verser de rémunération et de vous rémunérer en dividendes. Et les dividendes n'entrent pas dans l'assiette de cotisation sociale, donc vous n'allez pas payer de cotisation sociale sur les dividendes. Alors que si vous êtes en SARL, vous allez payer des cotisations sociales sur les dividendes. Enfin, sur la part des dividendes qui est supérieure à 10% du capital. Par rapport au cas qui a été évoqué, si on se met en portage salarial, plutôt que de créer une URL, on peut cumuler un temps partiel en repoussant de la même manière la fin des oui, tout à fait. Du chômage. C'est-à-dire que si vous êtes en portage salarial, c'est la même chose que pour la CIPAV, c'est-à-dire qu'on regarde que si vous avez une rémunération qui vient d'une rémunération d'indépendant, en fait. Hein, on regarde votre rémunération et on va prendre une partie de cette rémunération qu'on va retirer du droit à indemnisation. D'accord, mais on va continuer à admettons, le chômage paye 2 000 €, on travaille pour 500 €, le chômage continuera à payer 1 500. C'est même un peu plus que ça, parce qu'en fait, on ne prend pas les 500 € dans leur intégralité. Je pense qu'on prend 70% ou quelque chose comme ça. D'accord, enfin, sur le principe. Et donc, du coup, ça va repousser la durée de l'indemnisation. Ok. Par contre, le portage... En gros, vous avez une enveloppe qui est une enveloppe en euros, qui correspond à des jours, avec une indemnisation journalière. Donc, vous épuisez petit à petit cette enveloppe. Et donc, si vous l'épuisez moins parce que vous avez une indemnisation journalière moindre, bah, vous augmentez le nombre de jours d'indemnisation.
contre, fiscalement, c'est ça Non, mais le- le portage, le nombre de missions, oui, mais autrement, c'est moins rentable. Quoi. Parce que ça vous coûte très cher en fait. Ouais. Très cher. L'avantage du portage, quand vous arrangez bien, c'est que vous pouvez leur dire de mettre au chaud aussi de l'argent, et puis vous prenez tout le pôle emploi, et puis dès que pôle emploi est terminé, top, vous vous faites reverser derrière. Par contre, au portage, on peut mettre des notes de frais. Je sais pas, j'en ai pas eu à l'époque. Donc, Si, il les inclut dans les... On a un salarié d'entreprise qui accepte notre salarié. Et ensuite, la société porteuse refacture le client. Bon, je pense qu'on peut remercier Martial. C'était très clair. Moi, je vais couper le live. J'espère que tout a été bien enregistré, mais je suis certain que ça s'est très bien passé. Voilà, puis je pense que si vous avez encore quelques petites questions, vous pouvez les faire en aparté, mais on ne sera plus en direct sur le monde. Sur le monde, oui. Voilà, merci encore. Merci. Merci. Nous sommes ouverts au monde. J'avais déjà assisté à une présentation. Oui. Et à votre, il est Merci. Mais c'est un sujet qui m'intéresse, hein, donc j'aime bien partager